chers collègues, je vous propose de commencer cette deuxième réunion de la Commission de la Défense, puisqu'on était hier réunis pour la remise du rapport sur les exports de matériel de guerre, les biens à double usage, mais c'est notre première sur ce format 100% commission. J'espère que tout le monde a passé de bonnes vacances et que tout le monde revient revigoré pour entamer le travail de cette deuxième année. Vous avez vu que l'été a été l'occasion de faire plusieurs modifications au sein de notre commission. Vous avez notamment remarqué les nouvelles décorations, la nouvelle carte, conformément à ce qui avait été vu au bureau, et que, par ailleurs, vous avez reçu également le bilan d'activité de l'année 1, qui permet de dresser à la fois le bilan, et bien entendu, maintenant, il faut qu'on se projette également vers l'année 2, vers les projets. Il y aura une réunion du bureau mardi prochain à ce sujet-là pour discuter, amender sur la base d'une proposition de feuille de route que j'ai transmise aux membres du bureau pour savoir ce qui nous occupera, notre stratégie et ce qui nous occupera au cours de l'année 2. Et puis vous avez sans doute reçu également l'invitation pour ce qui sera un pot convivial de rentrée mardi soir prochain à 19h30 à l'issue de l'audition du ministre dans le cadre du projet de loi de finances. Je peux vous dire que tout le monde a bien répondu parmi les autorités militaires, ministérielles ou l'ensemble de l'écosystème de défense, que ce soit les think tanks, les journalistes, les attachés de défense. Et donc je pense qu'on aura un événement assez important mardi prochain. Voilà. Sans plus attendre, je vous propose de passer à notre audition, messieurs les directeurs. Pour cette deuxième année, donc c'est quasiment une tradition, nous ouvrons nos travaux par l'audition des dirigeants des 3 principaux think tanks français qui contribuent à éclairer notre réflexion sur les enjeux stratégiques auxquels doit faire face notre pays. Je souhaite donc la bienvenue à M. Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, auteur de nombreux ouvrages de géopolitique, parmi lesquels le désormais classique « Comprendre le monde », qui je crois en est à sa 7e édition, et plus récemment le livre « Guerre en Ukraine, l'onde de choc géopolitique ». Monsieur Thomas Gomard, directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, dont dernier ouvrage est consacré à ce que vous appelez les ambitions inavouées, ce que préparent les grandes puissances. Et enfin, monsieur Bruno Tertrais, directeur adjoint de la FRS, la Fondation pour la recherche stratégique, qui a notamment consacré de nombreux travaux à l'arme nucléaire et qui s'apprête à publier début octobre, je crois que c'est plus un secret, La guerre des mondes, le retour de la géopolitique et le choc des empires. Un grand merci, messieurs, de vous être rendus disponibles pour nous présenter votre vision actualisée du monde et de nous aider à établir les bons diagnostics qui nous permettront de mettre en avant, de travailler sur différents points de vigilance. Mes chers collègues, je vous rappelle qu'on avait eu juste avant l'été l'audition du DRM, notamment sur la situation en Ukraine. Et avant d'entamer le cycle budgétaire dans le cadre du projet de loi de finances 2024, il me semble que cette audition présente plusieurs intérêts. Le premier, bien entendu, la menace dicte le format d'armée. Aussi, il nous faut comprendre la géopolitique et ses ambiguïtés pour nous assurer des bons choix capacitaires dans la déclinaison de la loi de programmation militaire. Deuxièmement, cette lecture du monde ne doit pas être biaisée ou influencée, et c'est pourquoi votre parole particulièrement libre nous intéresse. Troisièmement, elle démontre clairement la nécessité pour la Commission, pour notre Commission et plus largement pour l'écosystème de défense, l'importance de la recherche dans l'élaboration de nos stratégies. Si les relations internationales et tout particulièrement les questions de défense ressortent principalement sous la Ve République de l'exécutif et notamment du président de la République, nous estimons que cette commission a effectivement un rôle important à jouer en aidant à poser les bons débats, en soulevant les bonnes questions, et cela est particulièrement vrai au lendemain du vote de la nouvelle LPM, en s'assurant dans la durée de la cohérence et de la pertinence des choix effectués et de la mise en œuvre des engagements retenus. Voilà, sans plus tarder, je vais maintenant céder la parole aux 3 directeurs qui sont ici présents. Monsieur Pascal Boniface, je vous propose de commencer. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les parlementaires, bonjour. Tout d'abord, merci pour cette initiative. Je crois que jamais les relations entre la Commission de la Défense et les forces armées et les différents think tanks n'a été aussi profonde, riche, nourrie, réciproque. Et pour nous, c'est un plaisir et un honneur que d'être là et de pouvoir échanger avec vous. On peut dire qu'il y a aujourd'hui dans l'ordre mondial 3 grandes coupures qui s'imposent à nous. La première, c'est une coupure durable, longue, entre la Russie et le monde occidental.
du fait de la guerre lancée par Vladimir Poutine contre l'Ukraine en février, il n'y aura pas de relations normalisées entre la Russie et les Occidentaux. Des sanctions ont été prises, elles se sont accumulées, 11 trains, et on peut dire que l'état des relations entre la Russie et le monde occidental revient un peu à ce qu'il était dans les années 50, du temps de l'Union soviétique, et je dirais au pire de l'Union soviétique. Poutine restera peut-être au pouvoir, il faudra toujours peut-être un jour parler avec lui, mais il ne pourra pas y avoir de normalisation des relations avec la Russie tant qu'il sera au pouvoir, du fait que l'horreur, de l'effroi, du choc qu'a créé la guerre en Ukraine, non seulement chez nos dirigeants, mais également dans notre opinion publique. La deuxième coupure, elle n'est pas née avec la guerre en Ukraine, mais cette guerre lui a donné une importance plus grande, elle l'a stimulée, elle l'a amplifiée. C'est la coupure entre ce qu'on appelle The West versus The Rest. Alors, il y a beaucoup de débats sur la façon de définir. Le The West, on le définit très facilement. Ce sont les pays membres de l'OTAN auxquels on peut ajouter l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et puis des pays qui sont culturellement asiatiques mais stratégiquement occidentaux, comme la Corée du Sud et le Japon. Et le reste est plus difficile à définir parce qu'on parle du Sud global, des Sud globales, c'est tous les autres. Ces tous les autres n'ont pas de but commun forcément, ils n'ont pas toujours de projet commun, mais ils ont un rejet commun. Le rejet commun, c'est un monde dominé par le monde occidental. Et ça, ils n'en veulent plus. Ils n'en veulent plus de façon très différente. Et on ne peut pas dire qu'il y a une coupure entre démocratie et dictature, puisque dans les pays du reste, il y a des démocraties. Le Brésil, l'Inde, même si c'est une démocratie imparfaite pour les musulmans. L'Afrique du Sud, même s'il y a des corruptions qui peuvent entacher la démocratie. Et de nombreux autres pays. Mais en tous les cas, on voit que sur la guerre en Ukraine, qui reste pour nous notre horizon stratégique le plus important, ils n'ont pas la même appréciation. Tous les plans de paix qui sont venus du Sud, Brésil, Indonésie, Chine, pays africains, mettent comme préalable le cessez-le-feu. Alors que nous mettons comme préalable la reconquête par l'Ukraine de son intégrité territoriale. Et donc les pays du Sud ont pour urgence de dire qu'il faut cesser les combats, cesser la guerre parce qu'ils en payent le prix sans en être responsables, alors que nous pensons qu'il ne faut pas que l'agresseur soit récompensé par un gain territorial. Et donc, aucun de ces pays n'a pris de sanctions. La plupart ont condamné l'agression russe aux Nations Unies dans 3 votes différents, 140 d'entre eux, mais aucun de ces pays n'a pris de sanctions parce que, tout simplement, ils estiment qu'ils n'ont pas été assez associés à la décision de prendre des sanctions. Ils estiment que ces sanctions les sanctionneraient eux-mêmes et qu'ils n'en ont pas les moyens. Et ils estiment que ce n'est pas aux Occidentaux de déterminer quelle sera leur politique. Et donc là, il y a un changement important, c'est l'émergence. Ces pays, en plus, ils ont une sorte de club qui n'est pas une alliance, mais un club qui prend de l'importance, qui est les BRICS. Comme l'a remarqué le président de la République devant le discours face aux ambassadeurs le 30 août, il y a une trentaine de demandes d'adhésion aux BRICS. Il n'y a pas de demande de rejoindre le G20. Donc on voit bien qu'il y a un club qui a le vent en poupe et d'autres qui ne le sont pas. Ceci étant, les BRICS ne sont pas une alliance. Les différents pays ont des intérêts différents. Tous n'ont pas la même relation avec le monde occidental. Ce qu'ils ont en commun, en tous les cas, c'est la volonté de se débarrasser du dollar, ou du moins de diminuer le rôle du dollar comme monnaie d'échange internationale, justement pour échapper aux sanctions. Et il y a ce qui unit aussi ces pays, c'est le rejet des sanctions, parce qu'ils estiment qu'ils en ont tous été victimes ou qu'ils sont tous menacés d'en être victimes, que les sanctions sont une politique occidentale qui souvent s'adresse à eux. Et donc, dans le rejet des sanctions, il y a aussi le fait qu'ils peuvent être concernés par cela et qu'ils refusent cette conception occidentale de dire que lorsqu'on n'est pas d'accord avec un pays, on le sanctionne. Et les sanctions, c'est toujours du nord au sud, ce n'est jamais l'inverse. Et donc, ils travaillent un peu à dédollariser l'économie internationale. C'est un objectif lointain qui n'est pas prêt d'être atteint, mais en tout cas, ils y travaillent. Et maintenant, l'Arabie saoudite vend du pétrole en renminbi à la Chine et les Émirats arabes unis en roupies à l'Inde, et la Russie et la Chine travaillent en monnaie commune. L'Argentine et le Brésil veulent travailler à créer une monnaie commune. Donc, on voit que les choses changent. L'arrivée de l'Arabie saoudite dans les BRICS a un effet important puisque ça renforce le caractère énergie de cette alliance, et ça montre surtout que le pacte du Quincy
n'a plus d'existence et que l'Arabie saoudite veut se défaire d'une relation unique de dépendance à l'égard des États-Unis. Les Saoudiens ont refusé d'augmenter leur production de pétrole à la demande des Américains, alors que le président américain s'était spécialement déplacé à Riyad pour le demander. Ils l'ont même réduite par la suite, montrant un peu qu'ils ont une option de rechange, qui est la Chine, et que donc ils ne veulent plus obéir de façon automatique aux Américains. Mais dans ce reste, il y a en fait 3 stratégies. Il y a une stratégie de confrontation directe avec l'Occident, la Russie, la Corée du Nord, l'Iran, qui sont en confrontation directe avec les Occidentaux. Un pays un peu à part, la Chine, qui d'ailleurs est à la fois un atout pour les BRICS, en même temps un handicap, puisque le poids de la Chine au sein des BRICS est tellement grand que cela peut effrayer d'autres membres et que ça pose un problème d'équilibre au sein de ce club. Mais la Chine ne veut pas couper les relations avec le monde occidental. C'est pour cela qu'elle ne fournit pas directement et massivement des armes à la Russie et qu'elle veut toujours avoir accès à nos marchés, avoir accès aux échanges économiques avec nous, tout en, tout en visant à la suprématie mondiale ou au premier poste mondial pour remplacer les États-Unis. Et vous avez des pays qui sont dans une autre configuration, c'est le Brésil et l'Inde, par exemple, qui, eux, jouent vraiment une politique d'équilibre entre l'Occident et le reste, et qui donc ni ne veulent se couper de la Russie, mais en même temps veulent être des partenaires du monde occidental, parce qu'ils en ont besoin pour leur développement économique. Et en fait, on peut dire que le motif indien, par exemple, c'est de dire que l'intérêt national de l'Inde, qui s'exerce par le multi-alignement, c'est le développement économique. Si le développement économique peut être atteint par des liens avec la Russie, très bien. S'il peut être atteint par des liens avec les États-Unis, très bien. Et si on doit faire les deux pour réussir le développement économique, on fera les deux. Donc c'est quelque chose qui sera suivi et on aura du mal à revenir là-dessus. Et la troisième coupure, vous la connaissez classiquement, c'est celle pour la suprématie mondiale, la place de numéro 1 entre la Chine et les États-Unis. La Chine connaît une panne économique, elle a du mal à sortir du Covid, mais je ne suis pas sûr que l'on puisse parier sur une stagnation durable et longue de la Chine, ni sur l'éclatement d'une bulle spéculative, comme certains le disent. Et en tous les cas, on voit aussi que par rapport à la guerre en Ukraine, la Chine ne souhaite pas la défaite de la Russie et encore moins son effondrement qui créerait un vide stratégique, ce que les Américains ne souhaitent pas d'ailleurs non plus. C'est peut-être un des rares points d'accord qu'ils ont. Un pays avec des milliers d'armes nucléaires sur 11 fuseaux horaires, c'est pas le bon endroit pour créer un vide. Mais elle ne souhaite pas une victoire occidentale et elle fera tout pour l'éviter. Je crois qu'au départ, cette guerre en Ukraine gênait la Chine, qui n'était pas très contente de l'attitude de la Russie, parce que ça augmentait le prix des matières premières alimentaires et le prix de l'énergie, qui sont les deux principaux postes d'importation de la Chine. Mais aujourd'hui, et par ailleurs, l'épisode Prigojine a montré à la Chine que déjà, il y avait une sorte de mépris pour l'URSS de la vision de Gorbatchev, mais un pays dans lequel des milices peuvent contester le pouvoir central, ça ne risque pas d'arriver en Chine. Et le parti commande toujours au fusil en Chine, commande également d'ailleurs au BATX. Et donc ceci est vu quand même avec beaucoup de stupéfaction. Il prouve que la Russie et que Poutine ne tient pas vraiment sa boutique. Mais aujourd'hui, le temps long de la guerre en Ukraine joue pour la Chine, puisque la Chine peut aller un peu partout dans justement le Ouest, ce sur quoi elle mise, le reste plutôt, ce sur quoi elle mise, pour dire, regardez, la guerre continue, vous en souffrez, c'est de la faute des Américains qui alimentent la guerre en livrant des armes à l'Ukraine. S'ils cessaient, la guerre s'arrêterait tout de suite et vos problèmes économiques cesseraient immédiatement. Nous sommes pour la paix. Malheureusement, nous ne sommes pas écoutés et les différents plans de paix qui ont été envoyés ne sont pas pris en compte. Et donc, vous souffrez du fait que l'Occident veut mener, par Ukraine interposée, une guerre à la Russie dont vous faites les frais. Et c'est un discours qui reçoit une certaine audience. L'autonomie stratégique européenne, qui est l'objectif traditionnel, l'ADN géopolitique de la France depuis le début de la Ve, avouons-le, j'en suis un partisan, est en panne, parce que nos partenaires européens ne veulent plus entendre parler. Ils pensent que seuls les États-Unis peuvent nous défendre contre la menace militaire russe. Mais en même temps, la menace militaire russe,
Les Russes n'étant pas capables de conquérir l'Ukraine, je les vois mal arriver à Varsovie ou à Berlin. On pourrait, disons, peut-être regarder ça d'un œil attentif. Et puis, il y a des échanges politiques aux États-Unis qui pourraient accélérer la réflexion. Donc, je peux dire que l'autonomie stratégique européenne, elle est pas en état de mort cérébrale, elle n'est pas brain dead, mais elle est en mauvais état, mais elle peut très bien ressurgir en fonction d'événements qui nous échappent, dont notamment les élections aux États-Unis sont quand même un élément important. Un sujet d'inquiétude, et moi qui travaille depuis très longtemps sur l'entente franco-allemande, c'est l'état de nos relations avec l'Allemagne. Peut-être certains d'entre vous ont profité de l'été pour lire le livre de mémoire de Claude Martin, qui est un pavé, 900 pages, mais quand même quelqu'un qui a été 9 ans ambassadeur en Allemagne, qui est germanophone, mais surtout germanophile, qui est parmi nos diplomates celui qui a le plus plaidé pour un dialogue suivi avec l'Allemagne, dresse un constat amer, déçu, de l'attitude de l'Allemagne à notre égard depuis assez longtemps, et en disant l'Allemagne joue son intérêt national, et des fois elle pense que son intérêt national diverge ou est contraire à l'intérêt national français, et nous n'en tenons pas compte. Nous parlons encore du couple franco-allemand, les Allemands jamais n'en parlent, et il n'y a pas vraiment de couple. Et donc un défi, c'est comment renouer un fil avec l'Allemagne qui nous est indispensable, mais sans le faire aux conditions des Allemands, comment faire respecter nos intérêts par rapport à un partenaire devenu réticent et qui ne nous écoute plus beaucoup, y compris sur les questions de défense. Deuxième point d'inquiétude, c'est l'industrie de défense. Elle est centrale, elle est capitale pour notre indépendance. La Ve République s'en est dotée justement pour avoir l'indépendance de décision, et elle est vraiment indispensable. Et là, on voit qu'il y a quand même des menaces. 78% des acquisitions d'armes des pays européens ont été faites à l'étranger, enfin en dehors de l'Europe. 63% l'an dernier, 63% aux États-Unis. Donc en fait, on a à la fois une augmentation très nette des dépenses d'armement, ce qui, bien sûr, va muscler le dispositif, mais tout ceci est quand même au profit de l'industrie américaine pour 63%, de l'industrie sud-coréenne, israélienne pour le reste. Et on risque de tout d'un coup, quand les budgets ont été consommés, de dire, ben voilà, on a les équipements, maintenant les équipements européens sont prêts, mais on est déjà équipé, donc on n'a plus vraiment ce besoin. C'est quelque chose qui est vraiment important. Troisième point d'inquiétude, ben, c'est l'Afrique. Je pense qu'il sera difficile d'avoir une nouvelle dégradation des relations tellement elles sont dégradées. Peut-être, alors pour l'Afrique francophone, parce que dans le reste de l'Afrique, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème au Kenya, on n'a pas de problème au Mozambique, on n'a pas de problème en Afrique du Sud, on n'a pas de problème dans l'Afrique anglophone et lusophone. C'est un peu le paradoxe. Et peut-être là, un ancien ministre des Affaires étrangères et de la Défense parlait de façon un peu méprisante des experts autoproclamés. Il y a quand même des études universitaires qui mettent en avant quand même le danger d'une coupure entre les esprits africains, entre les sociétés civiles africaines et la France. Des signaux d'alerte ont été envoyés. Une chercheuse de chez nous avait dit qu'il y a un risque de coup d'État au Niger il y a 1 an, etc. Et donc c'est peut-être là justement que la proximité que vous mettez en place, Monsieur le Président, entre les think tanks et la représentation parlementaire pourrait être utile par rapport peut-être à des systèmes gouvernementaux qui restent un peu sur des schémas acquis. Merci, Monsieur le Directeur, pour ce panorama très, très complet. La parole est à Thomas Gomard, directeur de l'IFRI. Directeur adjoint, je crois. Ou directeur, je ne sais plus, vous nous préciserez. Merci, Monsieur le Président, pour votre invitation. Mesdames et Messieurs les parlementaires, je suis très heureux de vous retrouver. Toujours un honneur pour moi de représenter l'IFRI devant votre commission. Alors, les instructions qui nous ont été données pour cette session par Monsieur Lebeau étaient une carte blanche, c'est-à-dire de faire ce que l'on souhaitait faire. Je vais essayer de faire une carte blanche avec un chiffre, une image et une citation pour commencer. Le chiffre, c'est 2240 milliards de dollars, qui est le montant de la dépense militaire globale en 2022. Il était, pour mémoire, de 1140 milliards de dollars en 2001. En une génération, la dépense militaire globale a doublé. L'image, c'est celle du capitaine Ibrahim Traoré, béret rouge vissé sur la tête,
à la tribune du deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, déclarant, je cite, « Nos grands-parents ont été déportés pour sauver l'Europe. C'était pas avec leur consentement. » Fin de citation. La citation, c'est celle extraite du long discours du président de la République aux ambassadrices et aux ambassadeurs. Je cite, « La Russie ne doit gagner cette guerre parce qu'alors ce serait l'instabilité sur le sol européen et parce qu'alors ce serait la fin de toute confiance dans les principes du droit international. » Je crois que ce chiffre, cette image et cette situation devraient nous convaincre de la gravité de la situation. Et je partage avec Jean-Marie Guéhenno, malheureusement, le constat que les opinions occidentales ont aujourd'hui le spectacle de la guerre, mais non la guerre elle-même. Au fond, elles mènent un combat à distance sans croire vraiment à la guerre. Et je crois que nous avons tort de nous considérer à l'écart. Je vais essayer de l'illustrer en 3 volets. D'abord en retraçant des grandes trajectoires, ensuite en vous proposant un focus sur la guerre d'Ukraine, et enfin en finissant par les enjeux qui, de mon point de vue, sont devant nous pour la France. Les grandes trajectoires, c'est d'abord l'évolution de la relation entre la Chine et les États-Unis, une rivalité stratégique qu'on pourrait résumer ainsi dans le domaine économique, découplage impossible, mais coopération improbable. Nous sommes face à une arsenalisation des échanges, aussi bien du côté américain que du côté chinois, et nous sommes face à une situation tout à fait inédite où les 2 premières économies mondiales sont devenues protectionnistes et contournent ouvertement l'Organisation mondiale du commerce. L'administration Biden a pris un train de décisions extrêmement structurantes qui rappelle la centralité des États-Unis à partir du moment où ils ont une administration cohérente. Premièrement, février 2022, le gel des avoirs de la Banque centrale de Russie. Août 2022, le paquet législatif pour des investissements publics massifs à travers l'Infrastructure Investment Job Act, Chips and Science Act, Inflation Reduction Act. Octobre 2022, le contrôle des exportations technologiques vers la Chine. Et plus récemment, en août 2023, la restriction des investissements technologiques en Chine, avec toutes leurs conséquences juridiques. Du côté chinois, nous avons été surpris par la réouverture du jour au lendemain, décidée par le président Xi, le 20e congrès qui n'est pas celui de la déstabilisation, mais de la reprise en main caractérisée du système chinois, et également le recours à des sanctions de plus en plus prononcé de la part de la Chine vis-à-vis de certains pays, en particulier d'un pays comme la Lituanie. Deuxième trajectoire, c'est celle de l'Union européenne face à la guerre d'Ukraine. Comme vous le savez, la Russie a longtemps été un sujet clivant au sein de l'Union européenne, entre, pour simplifier à outrance, des pays d'Europe du Nord et de l'Est favorables à une position de force, et des pays d'Europe de l'Ouest et du Sud plus favorables à une coopération. Ce clivage a produit un message politique brouillé après l'annexion de la Crimée, considéré au fond comme un incident sans importance dans certaines capitales, dont la nôtre, avec quelques sanctions et des tentatives de réengagement, pour reprendre le terme à la mode, qui a été un échec. Réengagement tenté également par les États-Unis, je le rappelle, sous l'administration Obama. En revanche, l'Union européenne a su à la fois créer et maintenir une unité dans le soutien à l'Ukraine, avec la constitution de nouveaux instruments, je pense par exemple au Fonds européen de défense. Mais l'Union européenne est dans une situation d'échec stratégique, dans la mesure où sa politique de voisinage, qui visait 6 pays, la Biélorussie, la Moldavie, l'Ukraine, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, est une politique, au fond, où nous avons aujourd'hui 6 conflits dans chacun de ces pays. Avec le dernier en date, qui est réactivé, celui entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et la question de savoir si l'Azerbaïdjan va s'arrêter là. Si la réponse était négative, quelle serait l'attitude des Européens? Et ça, c'est à mon avis un sujet 2023-2024. J'ajoute un autre sujet 2024, à mon avis peut-être là aussi
pour l'effort d'anticipation qui doit être le nôtre, la perspective de l'élection américaine, très attendue à Moscou, puisqu'au fond, les calculs plus ou moins pertinents sont les suivants. Un candidat républicain pourrait remettre en cause le soutien à l'Ukraine. Je pense que c'est la grande question, en fait, pour les Européens, s'ils considèrent qu'ils ont une autonomie stratégique. Quelle devrait être l'attitude par rapport à l'Ukraine en cas de réduction ou d'arrêt du soutien américain à l'Ukraine? C'est sur cette question que l'autonomie stratégique européenne se décidera. Troisième trajectoire, c'est évidemment, Pascal Boniface en a dit un mot, l'évolution du reste avec ses différents formats. Le format BRICS élargi à 6 nouveaux membres à partir du 1er janvier 2024, qui correspond à un succès diplomatique de la Chine. Le format G20, qui correspond à un succès diplomatique de l'Inde. Ces formats ont fait l'objet de nombreux commentaires. Je voudrais juste souligner le rôle, à mon avis, de plus en plus important de puissances moyennes, au premier rang desquels figurent l'Inde, Israël, la Turquie, l'Arabie saoudite et les Émirats, qui cherchent à exploiter leur neutralité pour, au fond, tirer des bénéfices des deux camps créés par la guerre d'Ukraine. La Turquie vend des armes à l'Ukraine, mais négocie un accord céréalier qui n'a pas été renouvelé, comme vous le savez. L'Inde achète ses armes à la Russie et du pétrole bradé. 2 exemples parmi d'autres. Donc ces trois grandes trajectoires, États-Unis, Chine, Europe et puis le reste, se font effectivement aussi dans une situation d'accélération de la dégradation environnementale sur laquelle je pourrais revenir, mais qui mettent les enjeux de l'agenda dit global en haut des priorités, ou devraient mettre les enjeux de l'agenda global en haut des priorités. Le deuxième volet, c'est la guerre d'Ukraine, qui a commencé, je le rappelle toujours, en février 2014 par l'annexion de la Crimée. Elle a désormais une dimension globale qui s'explique par 3 éléments principaux. Le premier, c'est qu'elle oppose 2 puissances agricoles. La Russie et l'Ukraine représentaient, avant février 2022, 30% des exportations mondiales de blé. En 2016, je le rappelle, la Russie est devenue le premier exportateur mondial de blé. Et au fond, vous avez désormais une instrumentalisation tout à fait assumée par la Russie des approvisionnements alimentaires et du thème de la famine. Le thème de la famine redevient un sujet dans le discours politique de la Russie, à la fois sur le plan interne et sur le plan externe. L'ambition de la Russie, c'est d'évincer l'Ukraine du marché du blé, et c'est d'attaquer à terme des positions établies comme celles des États-Unis et de l'Union européenne sur un certain nombre de marchés, en particulier l'Algérie. Deuxième point de la dimension globale, la rupture de la relation énergétique entre la Russie et l'Union européenne, qui a des conséquences directes pour le modèle économique allemand, qui oblige les Européens à diversifier leurs approvisionnements et qui crée un choc énergétique dont l'inflation est un des reflets. Troisième point de cette dimension globale, c'est que nous sommes, avec la guerre d'Ukraine, retournés dans une ambiance nucléaire. L'agitation de la rhétorique nucléaire par le Kremlin est présente depuis février 2022. Et j'insiste sur ce point parce que le désintérêt du reste pour cette guerre d'Ukraine, qui est effectivement régulièrement soulignée, peut être corrigé par cette dimension nucléaire. C'est-à-dire que quand on explique à ces pays qu'en réalité nous sommes face à une crise nucléaire, avec un membre permanent du Conseil de sécurité, puissance dotée, qui exerce un chantage nucléaire, il y a là évidemment un sujet également pour eux. Les objectifs de la Russie de Vladimir Poutine restent inchangés. Il s'agit premièrement d'asservir l'Ukraine, deuxièmement de reconstituer ce que la Russie appelle, le Kremlin appelle Novaya Rossiya, c'est-à-dire ses terres d'empire, et enfin d'essayer d'abattre ce que le président Poutine appelle l'Occident collectif, en insistant en cassant au fond la relation transatlantique et en suscitant
des divisions entre Européens. La Russie, comme vous le savez, se présente désormais comme un État civilisation. Et pour l'illustrer, je voudrais citer le président Poutine en février 2023. Je cite, « Des millions de gens en Occident se rendent bien compte qu'on les mène droit vers une catastrophe spirituelle. Les élites, pour le dire en toute honnêteté, deviennent complètement folles et ce mal ne me semble pas curable. Ceci dit, c'est leur problème, ça les regarde. De notre côté, le devoir que nous avons est celui de protéger nos enfants et c'est bien ce que nous avons l'intention de faire. Protéger nos enfants de la dégradation et de la dégénérescence. » Fin de citation. L'Ukraine, quant à elle, sent très bien que la sympathie à son égard est en train de s'éroder et sent très bien la versatilité des opinions occidentales. Cette prise de conscience a notamment été exprimée dans les différentes prises de parole du président Zelensky récemment. Je cite en septembre 2023 à l'Assemblée générale des Nations unies. « Alors que les armes nucléaires restent en place, la destruction massive prend de l'ampleur. L'agresseur a recours à de nombreuses autres armes qui sont utilisées non seulement contre notre pays, mais aussi contre les vôtres. Les objectifs de l'Ukraine sont premièrement de recouvrer sa souveraineté en ciblant prioritairement la Crimée, de se doter d'une industrie d'armement pour gagner en autonomie en cas d'arrêt du soutien occidental et évidemment de rejoindre l'OTAN et l'Union européenne. Alors dans ce contexte général, troisième et dernière partie, quels sont les enjeux pour la France dans une perspective de court et de moyen terme qui vous occupe? Premièrement, évidemment, la situation intérieure de notre pays, sur laquelle je ne vais pas faire de long développement, mais la situation d'appauvrissement qui est la nôtre, compte tenu de l'état de notre commerce extérieur. La situation provoquée par l'inflation et notre niveau de dette, qui correspond à un niveau de dette de guerre, alors que nous ne sommes pas en guerre, 3 000 milliards. Et au fond, ce qui est en jeu, c'est la compétitivité de notre appareil productif, compétitivité s'inscrivant dans la compétitivité européenne, laquelle s'est très sévèrement dégradée par rapport à celle des États-Unis. Deuxième enjeu, c'est, et vous y avez consacré un nombre important d'heures, je crois, la mise en œuvre de la loi de programmation militaire 2024-2030, qui, dans sa lecture géopolitique, j'ai eu l'occasion de l'exprimer devant une autre commission, est un pari que je qualifierais d'assez optimiste sur le maintien d'un état de paix, que nous souhaitons tous, mais qui pourrait être évidemment perturbé par un certain nombre d'événements. La LPM, à mon avis, dans sa mise en œuvre, doit veiller à garantir l'endurance stratégique dans laquelle nous sommes engagés à cause de la guerre d'Ukraine, les éventuels effets de la dégradation inévitable de la situation sécuritaire en Afrique subsaharienne, et puis évidemment des enjeux liés à la protection de nos DROMCOM, entre autres choses. Troisième et dernier point, l'enjeu, je pense, pour la France, c'est aussi notre positionnement au sein de nos alliances, qui, de mon point de vue, doivent être chéries en période de gros temps géopolitique. Au sein de l'Union européenne, je l'ai dit, l'Allemagne est en train de réinventer son modèle géoéconomique et je pense que la France va devoir réinventer son modèle géopolitique compte tenu des événements récents en Afrique. Au fond, pour reprendre la formule de Guillaume Garnier dans une étude récente de l'IFRI sur la place de la France dans l'OTAN, nous sommes face à une poupée gigogne de sécurité. La grande poupée, c'est l'Alliance. La poupée intermédiaire, c'est le pilier européen. Et la petite poupée, ça reste les armées françaises. Et donc, c'est la cohérence et le maintien de cette poupée gigogne dans un contexte de grandes difficultés franco-allemandes qui, à mon avis, doit nous occuper. Je finirai, Monsieur le Président, cette présentation avec un dernier mot en disant que, de mon point de vue, nous sommes face à une accélération qui nous est défavorable, car nous sommes une puissance du statu quo, et que nous devons, à mon sens, nous préparer à des ajustements brutaux. Je vous remercie de votre attention.
Merci, monsieur le directeur, pour ce panorama également très complet. Et enfin, pour terminer, la parole est à monsieur Bruno Tertrais, directeur adjoint de la FRS. Merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs les députés, ce que je vais vous dire n'est pas orthogonal avec ce que viennent de dire mes deux collègues. Je serai donc peut-être un peu plus bref, mais en tout cas, j'ai quelques compléments à apporter et peut-être une articulation légèrement différente des sujets qui nous préoccupent. J'ai 4 tendances militaires, 6 tendances régionales avec des ruptures possibles. Et pour terminer, 4 réflexions brèves sur les choix de la France. Les tendances militaires, ça a été dit tout à l'heure, l'accroissement des dépenses de défense mondiale est un phénomène effectivement extrêmement impressionnant. Depuis 2015, nous sommes entrés au niveau mondial dans un deuxième cycle de réarmement après celui qui avait commencé à la toute fin des années 1990, aux environs de 1998. Il concerne bien sûr à la fois les puissances majeures et les puissances émergentes. Deuxième tendance, la prolifération des matériels et des équipements à relativement bas coût mais à efficacité importante. On le voit tous les jours sur le champ de bataille ukrainien, ainsi bien sûr que les technologies dites duales, au prix d'une formule facile qui a peut-être déjà été trouvée par d'autres. Je parlerai du pouvoir égalisateur de l'électron ou peut-être surtout de l'octet. Je suis sûr que cette formule a déjà été inventée, donc je ne prétends pas en être le seul dépositaire. Troisième tendance, plus positive, c'est qu'on parle un peu moins de la prolifération de ce qu'on appelle les armes de destruction massive, expression impropre mais onusienne, chimique, biologique et nucléaire, hormis le cas de la Corée du Nord qui n'est plus une crise de prolifération mais un problème de dissuasion, et le cas de l'Iran sur lequel je reviendrai, il n'y a pas, et je pense qu'il n'y aura pas, de nouvelles vagues de prolifération nucléaire dans les années qui viennent. La prolifération nucléaire est contenue. Enfin, la dernière, qui mérite d'être rappelée, même si c'est une évidence, le non-emploi de l'arme nucléaire est tout de même, année après année, une bonne nouvelle. Et je pense que sur la Russie, je l'ai dit dès la fin février 2022, je continue à le penser, même si la rhétorique débridée en provenant de certains cercles moscovites, parfois très proches du pouvoir, est un motif d'inquiétude pour de multiples raisons. La politique nucléaire russe, la politique de dissuasion russe, le comportement officiel du Kremlin et des armées russes sur la question nucléaire est plutôt rassurant. Je le répète, je l'assume et je ne suis pas connu pour être un ami des dirigeants du Kremlin. Sur les tendances régionales, je commence bien sûr, la première, je commence bien sûr par l'Ukraine, un conflit probablement durable, avec une Russie désormais entrée en économie de guerre. Si vous voulez voir ce qu'est un pays en économie de guerre, c'est pas la France, c'est la Russie. Là, c'est vraiment un pays qui s'installe dans une économie de guerre à tout point de vue. Mais au risque de la facilité, je vous dirais que ça peut durer 3 mois, 3 ans ou 30 ans. 3 mois, c'est simplement une formule de style, bien sûr, mais l'effondrement de l'armée de l'agresseur, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans l'histoire. Ça peut aller assez rapidement. On n'en prend pas le chemin tout de suite, mais ce n'est pas parce que le dispositif défensif russe résiste extrêmement bien qu'il ne peut pas, à un moment, s'effondrer. Cela peut se produire dans un horizon relativement proche. 3 ans, c'est pour dire que c'est un conflit, c'est pour rappeler bien sûr que c'est un conflit qui malheureusement nous rappelle à nous Européens le premier conflit mondial. Et 30 ans, c'est le scénario coréen, c'est-à-dire un moment où le conflit, à force de cessez-le-feu, de divisions plus ou moins sanctionnées et acceptées, s'installe en fait dans une absence de règlement définitif. Ce qui pourrait faire changer les choses, outre l'improbable, mais toujours possible, effondrement total de l'armée russe, c'est bien sûr, ça a été dit par mes collègues, l'arrivée de Donald Trump, même si les Ukrainiens, comme ça a été dit également, y pensent, s'y préparent, et surtout, ça ne signifierait pas mécaniquement l'arrêt de toute aide militaire américaine immédiatement dès l'élection. Il y aurait un temps d'adaptation. Et c'est là qu'effectivement, pour les Européens, ça serait un moment très important. Deuxième tendance, la radicalisation du pouvoir russe. Et ce n'est pas forcément nous qui poussons la Russie dans les bras de la Chine, c'est aussi un choix de la Russie, un choix assumé par Vladimir Poutine depuis très longtemps. Mais évidemment, le conflit en Ukraine et la réaction occidentale contribuent bien sûr à ce rapprochement, qui n'est pas une alliance, qui n'en sera pas une, mais qui n'en est pas moins de plus en plus
de plus en plus solide. Je partage le diagnostic qui a été fait tout à l'heure. Nous ne pouvons pas, nous Européens, nous ne pourrons pas avoir, c'est terminé, nous ne pourrons plus avoir de relations normales avec la Russie avant longtemps. On pourra peut-être, à échéance humaine, en avoir, mais il est trop tard pour en avoir rapidement. Voilà. Pour retrouver des relations totalement normales avec la Russie, autrement dit, pour en revenir à la situation de pré-2014, voire pré-2022. Troisième point, c'est la pérennité de l'OTAN et la pérennité de la présence américaine, avec des Européens, et ça a été dit tout à l'heure, effectivement, qui s'efforcent d'acheter la protection américaine avec des acquisitions extrêmement importantes depuis 2 ans. Nos alliés européens estiment que acheter du F-35, c'est se protéger contre une présidence Trump. À mon avis, ils se trompent. Mais en tout cas, c'est comme ça que cela fonctionne. Il faut en prendre acte. Sur l'hypothèse Trump ou Trump équivalent, nous ne sommes toujours pas prêts. On y pense. On y pense à Bruxelles, on y pense à Paris, on y pense à Berlin, un petit peu moins. Mais dans certains pays, y compris celui que je viens de mentionner, on est quand même très facilement dans le déni. Le souvenir de la première présidence Trump, pendant laquelle finalement on a tenu et on s'est débrouillé, est souvent mis en exergue pour se rassurer, ce qui, à mon sens, est une erreur. Donc on y pense, mais pas assez, parce que je pense que si vous avez, avec d'autres, que si vous avez aimé la première présidence Trump, vous adorerez la deuxième, ça n'aura rien à voir. Ça n'aura rien à voir. Et ce sera effectivement l'heure de vérité pour les Européens. Quatrième tendance, bien sûr, les tensions sino-américaines croissantes, avec assez peu d'espoir de voir les choses s'améliorer. C'est structurant, bien sûr, pour les relations internationales. Découplage impossible, dérisquage probable. Je crois qu'on est tous d'accord sur le sujet. Avec toujours la rupture possible de l'invasion de Taïwan, même si ça n'est pas un scénario probable aujourd'hui. Voilà, on peut, une manière raisonnable de dire les choses. Cinquième tendance, un Iran qui est arrivé désormais à ce qu'on appelle, même s'il n'y a pas de définition officielle, le seuil nucléaire, c'est-à-dire qu'il peut avoir suffisamment de matière nucléaire, de matière fissile en quelques jours. Ce qui est rassurant toutefois, c'est qu'il n'y ait pas, en tout cas je ne connais pas d'indication comme quoi l'Iran aurait repris ses travaux dits de militarisation, c'est-à-dire d'études de fabrication de la charge, qui prendraient au moins 1 an selon les meilleurs experts. Donc à moins qu'il y ait des éléments de renseignement sur ce sujet, ça veut dire que même si l'Iran le décidait, ce qui n'est pas le cas en tout cas apparemment aujourd'hui, il lui faudrait quand même au moins 1 an avant de disposer d'un engin prêt à la détonation. Les ruptures possibles, bien sûr, le toujours concevable retrait iranien du TNP, mais ce n'est pas parce que nous pensons que ce n'est pas dans l'intérêt des Iraniens qu'ils ne le feront jamais. Beaucoup de gens pensaient que ce n'était pas dans l'intérêt de la Russie d'envahir l'Ukraine. Pas de chance. La manière dont nous concevons les intérêts des autres n'est pas forcément, et même rarement, la manière dont eux conçoivent leurs propres intérêts. Donc c'est toujours une bonne gymnastique mentale. Essayons de ne pas nous projeter dans la tête des autres et ne prétendons pas connaître leurs intérêts mieux qu'ils les connaissent eux-mêmes. L'autre rupture possible, c'est bien sûr le bombardement israélien. Là encore, je crois que c'est extrêmement peu probable. Je pense, et je l'ai toujours dit, je pense que le seuil, dans les faits, le seuil de l'action, même pour un gouvernement tel que celui qui est au pouvoir aujourd'hui à Jérusalem, reste un seuil extrêmement haut. Enfin, dernière tendance, une bataille de l'influence en Afrique de plus en plus difficile pour la France. Et si je cherchais une rupture, je ne la vois pas vraiment, mais je dirais que l'effet de contagion pourrait ne pas s'arrêter là. Et qu'après tout, des manipulations habiles de la part de la Russie, ajoutées à des maladresses toujours possibles de la part de la France, pourraient faire en sorte que le mouvement de contagion, voire d'imitation, se poursuive. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas du tout exclure. À partir de là, quatre réflexions très brèves sur les choix pour notre pays. D'abord, sur la dépense de défense. Ce n'est pas parce que les autres dépensent qu'on doit faire de même.
il n'y a pas de relation mécanique entre la dépense militaire des Chinois, des Russes, des Iraniens et d'autres, et celle de la France. En revanche, je crois que la vraie question pour nous sur l'avenir de notre budget de la défense, c'est la relation avec nos alliés. Autrement dit, on ne peut pas peser au sein de l'Europe de la défense et au sein de l'OTAN sans être un acteur qui montre qu'il prend en compte l'ensemble des phénomènes dont j'ai parlé il y a quelques instants et qui entend demeurer sur le long terme un acteur militaire de premier plan. Donc je dirais que pour moi, la question au dehors de nos besoins que vous connaissez, je dirais que l'aspect politique de la dépense de défense, il est beaucoup plus important vis-à-vis de nos alliés et de nos amis plutôt que de nos adversaires. Deuxième élément de réflexion, il y a une petite musique parfois dans les cercles de réflexion qui consiste à dire il faut se retirer d'Afrique et pour pouvoir se réinvestir dans l'OTAN. Alors c'est un choix facile qui ne correspond jamais, parce que c'est un choix trop facile, ça ne correspond pas aux choix politiques. Les choix politiques, c'est toujours beaucoup plus complexe que cela, et vous le savez beaucoup mieux que moi. On peut comprendre l'idée, parce qu'elle est simple, et ça fait un slogan de t-shirt, comme on disait aux États-Unis. Mais d'abord, d'une part, je ne pense pas que nous devions nous retirer totalement d'Afrique, ou en tout cas, si on le faisait, on sera rappelé un jour. En tout cas, l'histoire montre qu'il serait imprudent de parier sur le fait que nous ne serons pas rappelés en Afrique dans les 10 ans qui viennent. Je dis ça comme ça. Je ne vais pas parler du Moyen-Orient, mais évidemment, le Moyen-Orient a toujours aussi la mauvaise idée de se rappeler au bon souvenir des Occidentaux au moment où on s'y attend le moins. En revanche, il n'est pas illégitime de continuer à réfléchir sur la place que nous voulons avoir dans le dispositif de première ligne de l'OTAN. Est-ce que nous sommes satisfaits de voir les Polonais et les Allemands prendre le lead, ou voulons-nous être un pays de première ligne dans un système de défense collective qui devra s'installer dans la durée pour dissuader d'abord et parer éventuellement à une éventuelle provocation russe à nos frontières. Troisième élément, n'oublions pas la Turquie qui semble s'être un petit peu assagie dans son comportement, mais qui, bien sûr, est à regarder tout particulièrement pour nous dans la mesure où nous avons un accord de défense, vous le savez bien, avec la Grèce qui est particulièrement contraignant, et où aussi, et Thomas a bien fait de le rappeler, et aussi l'attitude de la Turquie en cas de... on va dire, si l'Azerbaïdjan, comme malheureusement il pourrait le faire, s'enhardit encore un petit peu plus, ça sera un véritable sujet d'interrogation. Dernier point, je ne peux pas empêcher de dire que même si nous parlons beaucoup des menaces visibles, les menaces invisibles sont peut-être aujourd'hui celles qui sont les plus préoccupantes pour notre sécurité de Français et d'Européens et pour notre autonomie stratégique de Français et d'Européens. Je pense au pillage de notre savoir-faire scientifique et technologique, et pas seulement de la part de nos adversaires. Je pense bien sûr aussi à la désinformation et à la manipulation politique, la manière dont la Russie, la Chine et d'autres agissent en dépit de nos réactions souvent très saines sur ce sujet. Je crois que la France se laisse de moins en moins faire, mais les moyens qui ont été mis par ces pays au service de la désinformation et de la manipulation politique en Europe, j'espère d'ailleurs qu'on n'en verra pas trop à l'occasion du scrutin européen de l'an prochain, c'est quelque chose sur lequel il faut avoir une vigilance extrême parce que c'est moins visible, ça fait moins fonctionner les industries, mais c'est à mon sens au moins aussi important pour l'avenir de notre pays et de notre République. Merci à tous les trois pour vos interventions. Je pense qu'ils nous rassurent sur un seul point, c'est qu'on aura beaucoup de travail dans les années qui arrivent. J'ai 7 orateurs de groupe et 5 questions complémentaires. Alors, m'adressant aux orateurs de groupe, je pense qu'on a 2 options pour l'organisation de cette audition. C'est soit vous souhaitez une réponse immédiate d'un intervenant que vous choisissez, ou soit vous souhaitez une réponse mutualisée des différents orateurs de groupe. Voilà, qu'est-ce que vous préférez? On peut faire un mixte des deux. Est-ce que vous préférez poser une question à une personne et avoir une réponse immédiatement, ou est-ce que je prends l'ensemble des orateurs de groupe et on aura une réponse mutualisée? Très bien. Bon, donc je prends l'ensemble des orateurs de groupe. Très bien. Donc pour le groupe Renaissance, la parole est à Anne Genetep pour une durée de 2 minutes.
Merci beaucoup. C'est tellement dense, vos propos sont tellement denses que c'est pas facile d'en extraire le point sur lequel je voudrais insister. Je note que votre carte blanche, à part M. Tertrais qui a fait un petit peu allusion, ne parle que très très peu de la situation en Indo-Pacifique, dont je reviens encore, mais bon, vous aurez peut-être l'occasion de développer. C'est pas là-dessus que je voudrais axer ma question. Je voudrais revenir sur le fait que historiquement, nous, en Occident, on avait envisagé la paix sous l'angle du droit, ensuite on l'a envisagé sous l'angle de l'économie et des échanges, et puis maintenant on est bien obligé de se rendre à l'évidence, on est obligé de l'envisager sous l'angle de la force. On y est vraiment contraint. Avec une Russie qui a clairement pour ambition de voir la paix dans sa région contre des territoires, et tout ça avec en filigrane derrière la déstabilisation de notre Occident démocratique. Avec un comportement, vous l'avez évoqué, M. Tertrais, on voit bien qu'il nous mène à nous indirectement de guerres multiples, et il n'y en a pas qu'une seule. Il mène une cyberguerre, il mène une guerre de l'information, il mène une guerre de l'énergie, il mène une guerre de l'alimentation, vous l'avez évoqué, il mène même une guerre des migrations. De l'autre côté, du côté de l'Ukraine, enfin pour nous en tout cas, notre urgence, c'est à l'évidence, le président de la République l'a rappelé, une Ukraine victorieuse, un Vladimir Poutine, j'ai bien Vladimir Poutine défait, je ne parle pas de la Russie, je parle de Poutine. Et je pense que j'aimerais avoir votre réaction là-dessus. Faut-il vraiment avoir peur d'une Russie sans Poutine ? Des analystes disent, en tout cas américains disent que ce n'est pas forcément nécessaire. Il faut également mieux nous protéger collectivement. Nous avons pour cela l'Union européenne d'un côté et l'OTAN de l'autre. Et là, c'était une de mes questions sur l'Union européenne. Pensez-vous que les traités qui constituent notre Union européenne, qui n'avaient pas anticipé une situation de crise dans laquelle nous sommes, peuvent suffire à répondre à la crise et à la recherche de paix à laquelle nous ambitionnons? Et puis, sur la Russie, compte tenu des différentes guerres qui nous mènent, et puis de leur comportement sur le terrain en Ukraine, qui est un comportement qu'on peut assimiler du fait des crimes de guerre à un comportement terroriste, peut-on considérer que soit Poutine, soit ses armées, soit son gouvernement, je ne crois pas à l'État tout entier, mais j'aurais voulu avoir votre retour, peut être considéré, analysé, perçu comme un État terroriste, et quelles sont les conditions, les conséquences que ça pourrait avoir sur l'attitude que nous devrions avoir? Merci beaucoup pour le groupe Rassemblement National. La parole est à Caroline Colombier. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour vos interventions de très grande qualité. Dans un monde complexe et en profonde mutation, comme vous l'avez dit, il est toujours agréable de disposer d'experts sur les questions internationales. Et je me réjouis à cet égard, avec l'ensemble des collègues de mon groupe Rassemblement National, de la recherche de très grande qualité menée par vos instituts. Vos travaux éclairent un monde d'un regard précieux et ils offrent une vision complémentaire et indispensable à la recherche anglo-saxonne, très prolifique mais pas toujours tendre avec la France. C'est précisément sur ces enjeux de perception que je vais centrer mon propos avec un pays que l'Europe et singulièrement la France ne saurait ignorer, qui est la Turquie. Ce pays est censé être un allié, notamment dans le cadre de l'OTAN, et il représente la deuxième armée en termes d'effectifs. Ce pays devrait même être un ami au regard de la longue histoire de nos relations diplomatiques, lancées sous l'Empire ottoman, sous le règne de François Ier et de Soliman II. Les relations franco-turques se sont poursuivies avec la République de Turquie, fondée par Atatürk. La Turquie des kémalistes est d'ailleurs directement inspirée par le modèle républicain français, et c'est un des rares pays laïques au monde avec la France, ou du moins, je dirais, c'était. Car il faut dire que la nouvelle Turquie vantée par le président Erdogan et ses turiféraires est bien différente sur le plan intérieur du modèle égalitaire et laïque français. Les femmes turques en sont un exemple, puisqu'elles avaient obtenu le droit de vote en 1934, soit 10 ans avant la France, et qu'elles sont maintenant invitées à rester chez elles et à faire au moins 3 enfants, selon le slogan tristement célèbre d'Erdogan. La Turquie a basculé dans un enfer digne de Kafka, avec des opposants ou de simples critiques, de dérives de pouvoir implacablement traqués, emprisonnés. Des dizaines de milliers de fonctionnaires ont été purgés. Vos homologues chercheurs turcs sont également des cibles privilégiées du gouvernement islamiste. Je dis bien islamiste et non pas démocrate musulman ou encore islamo-conservateur, pour reprendre des étiquettes données précisément par des chercheurs lors de l'arrivée au pouvoir d'Erdogan. Le constat est tout aussi cruel quant aux relations extérieures de la Turquie. Un influent ministre puis Premier ministre d'Erdogan, Ahmet Davutoglu, avait pour slogan une politique de zéro problème avec les voisins. L'ennui, c'est qu'il faudrait plutôt dire aujourd'hui zéro voisin sans problème. Ankara ne se prive pas d'incursions militaires régulières en Irak ou en Syrie pour combattre les rebelles kurdes du PKK ou de mouvements similaires. Le soutien à l'Azerbaïdjan, dans sa guerre au Haut-Karabakh contre l'Arménie est clairement affirmé. Le régime a même réussi à se concilier des officiers de marine pourtant réputés fidèles à l'héritage d'Atatürk en recyclant leur projet de patrie bleue qui vise ni plus moins à rétablir une hégémonie turque sur la Méditerranée et qui menace directement la Grèce, pays allié et membre de l'UE.
Pire encore, concernant la France, et j'ai fini, faut-il rappeler les compromissions des autorités turques avec notre ennemi Daesh en Syrie, l'allumage de l'un de nos navires de marine nationale en Méditerranée, sans oublier le travail de sape auquel se livre Ankara. Dans ce contexte, j'ai 3 questions et j'arrête. Erdogan, récemment réélu président, est-il susceptible de changer son attitude vis-à-vis de l'OTAN, comme il l'a fait avec Vladimir Poutine ou Bachar al-Assad? Quels sont les leviers et les résultats concrets d'Ankara dans sa politique d'expansion de ses intérêts en Afrique? Et avons-nous la certitude que même si l'opposition turque revenait au pouvoir, la Turquie reviendrait à une position plus pro-occidentale sur la scène mondiale? Je vous remercie et je m'excuse pour le petit débordement. Oui, c'est même un gros débordement, mais voilà, on va essayer de rester dans le timing. C'est rare, sur moi. En tout cas, la question a été posée avec conviction. C'est un gros sujet. Pour le groupe La France Insoumise, la parole est à François Piquemal. Oui, Monsieur le Président, Messieurs les directeurs, je voudrais vous remercier pour vos interventions, évidemment, mais peut-être revenir sur quelque chose qui a été peu évoqué ou alors en filigrane, c'est votre analyse des conséquences des changements climatiques et la perspective sur les conflits qui peuvent en découler. Monsieur Tertrais, par exemple, en 2011, vous avez publié un ouvrage qui s'appelait « L'apocalypse n'est pas pour demain », dans lequel vous disiez douter un petit peu de la nécessité d'investir massivement dans la transition écologique. Or, à l'occasion du G20 et de l'Assemblée générale des Nations unies, le secrétaire général de l'ONU n'a cessé d'alerter sur le danger que représentaient les changements climatiques pour l'humanité. Quelle analyse en faites-vous aujourd'hui? Les changements climatiques, on les a vus récemment. Le tremblement de terre au Maroc, les inondations en Libye, les feux de forêt en France, en Grèce ou en Tunisie sont pour certains liés à cela. Aussi, nous avons proposé en 2008 la création d'une organisation commune méditerranéenne de sécurité civile, laquelle verrait les États du bassin méditerranéen, mettre en commun leurs forces pour faire face aux événements qui sont croissants dans la région. Que pensez-vous de cette idée de resserrer les liens politiques et opérationnels entre les États de la Méditerranée? Et je laisse mes 30 secondes tout à l'heure à mon camarade qui posera la question. Très bien, merci beaucoup pour le bon respect du temps de parole. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Jean-Louis Thiriot. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour cette intervention qui, comme à chaque fois, fait que nous sortons un peu plus intelligents de cette séance que quand nous y arrivons. 2 petites questions précises et ensuite une analyse globale qui s'adresse à chacun d'entre vous. Les 2 petites questions précises. Pascal Boniface, vous avez dit que vous considériez que le pacte de Quincy était de facto mort. J'aurais souhaité avoir votre éclairage à tous sur, on va dire, l'état de mort réelle, cérébrale ou encore sauvable du pacte de Quincy. Deuxième question aussi ponctuelle. Nous avons eu un coup de chaud dans les relations polono-ukrainiennes. Comment l'analysez-vous? Est-ce que c'est simplement les effets d'une campagne électorale qui se passe d'une manière compliquée pour la majorité en place en Pologne, ou est-ce que c'est quelque chose de plus structurant lié à des rivalités économiques, aux problèmes agricoles? Enfin, est-ce que nous connaissons? Votre regard m'intéresse beaucoup. Question plus générale. Nos amis allemands ont parlé, après la crise en Ukraine, de Zeitwende, de changement d'époque. Ce qui arrive en Afrique aujourd'hui pour la France est aussi peut-être une forme de Zeitwende français, de changement d'époque. Donc, quelle conclusion en tirer pour notre outil de défense, pour notre architecture globale de sécurité, avec une question qui est liée? Si nous souhaitons, et je partage l'analyse générale que vous avez portée, si nous souhaitons que la France, la dernière des poupées gigognes dans l'architecture européenne de sécurité, soit plus influente, ça veut dire plus de moyens et plus de capacités sur le théâtre aéroterrestre. Donc, que faut-il viser comme format? Et question corollaire, après la guerre en Ukraine, dont nul ne sait comment elle finira, évidemment que ça dépend de la manière dont elle finira, à quelle rapidité la Russie serait-elle capable d'avoir un outil militaire conventionnel qui nous menace? Et là, j'ai une légère divergence avec Pascal Boniface quand il dit qu'il n'arrive pas à venir à bout de l'Ukraine. Serait-il un jour capable de s'engager contre un pays de l'OTAN? La vraie question, c'est, vu leur économie de guerre,
à quel stade il pourrait devenir menaçant et aurions-nous le temps de nous adapter. Merci. Pour le groupe démocrate, la parole est à Delphine Lingemann. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les directeurs, au nom du groupe démocrate, je tiens tout d'abord à vous remercier pour vos propos liminaires fort éclairants. Ma question va porter sur l'Europe et notamment le modèle géopolitique à réinventer pour l'Union européenne. L'Europe, après une phase de construction ou de structuration, est actuellement et depuis quelques années dans une phase plutôt de turbulence. Je vais citer quelques éléments, notamment le plus impactant, c'est le retour de la guerre à haute intensité en Europe, la crise du Brexit, la montée des populismes, la crise migratoire avec aucune solution ou une solution qui est extrêmement difficile à trouver à l'échelle européenne et qui pourtant est la bonne échelle. Les relations franco-allemandes et la germanophone et germanophile que je suis s'en attristent fortement. L'intégration aussi des pays candidats, à ce jour 6 pays candidats, et certaines candidatures posent questionnement, y compris celle de l'Ukraine. Récemment, il y a des petites voix qui s'élèvent, notamment sur la puissance agricole de l'Ukraine qui viendrait finalement redistribuer les cartes au niveau des aides de la PAC notamment. Voilà. Et puis tout l'environnement géopolitique international qui est également source d'instabilité. Je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, à la lumière finalement de ça, j'aimerais avoir votre avis. Quelles seraient les solutions pour réinventer au regard de ces constats le modèle européen de demain? Et comment la France peut jouer un rôle dans ce nouveau modèle européen à réinventer? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe socialiste, la parole est à Anna Pic. Merci beaucoup et merci pour ce tour d'horizon de la situation. Il y a un sujet qu'on a peu abordé, c'est celui de l'Afrique, même s'il nous a pas mal préoccupé ces derniers mois et semaines dans l'actualité. En effet, le 26 juillet dernier, Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, a été renversé par un coup d'État orchestré par une junte autoproclamée Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Et à la tête de ce conseil, le général Abdourahmane Tiani devient de facto chef de l'État nigérien. Après le Mali en 2020, le Burkina Faso en 2022, le Niger, qui restait l'ultime véritable allié de Paris au Sahel, est le 3e pays à être renversé en l'espace de 3 ans dans cette région. Le constat est ainsi sans appel, la démocratie est en net recul et la présence de la France fortement contestée pour diverses raisons. La résurgence d'une rancœur coloniale dans les États où la France a trop longtemps continué à user parfois d'un ton arrogant et d'une attitude paternaliste, l'impuissance française à permettre le développement économique et social de ces États, une profonde incompréhension quant à l'incapacité de l'armée française perçue comme l'une des meilleures du monde à éliminer une menace djihadiste sous-équipée, et la méfiance vis-à-vis de l'idéal démocratique importé d'Europe, favorisé, on l'a dit, par les influences étrangères, mais une démocratie souvent synonyme sur le terrain de corruption, d'élections truquées et de développement économique capté par une élite. Dans ce contexte, la CEDEAO, rapidement soutenue par Paris, a menacé de répondre militairement au putsch nigérien, alors même que certains pays membres de cette organisation n'y sont pas vraiment favorables. L'intervention militaire dont il est question pourrait d'ailleurs s'avérer contre-productive en regroupant ses forces à Niamey face à la menace. La junte militaire nigérienne pourrait laisser le champ libre aux groupes armés djihadistes pour s'emparer des territoires du nord de Niger. À ce stade, seules des sanctions économiques ont été prises par la CEDEAO, lesquelles ont eu des répercussions directes sur le prix des denrées alimentaires au Niger et sur les économies des pays membres de la CEDEAO. Enfin, celle-ci est perçue par beaucoup comme le cheval de Troie de la France au détriment de sa légitimité et de son efficacité. Ainsi, plusieurs questions se posent. Était-il opportun de soutenir aussi promptement les intentions militaires de la CEDEAO? Cela ne peut-il pas encore fragiliser la présence de nos forces dans la région qui pourrait pourtant être à nouveau opérante? L'existence de la CEDEAO n'est-elle pas désormais menacée par le grand nombre de putschs en Afrique de l'Ouest, les tensions internes qui la traversent et l'émergence récente de l'Alliance des États du Sahel issue de la charte de l'Iptako Gourma? Les pays de la CEDEAO accepteront-ils de maintenir encore longtemps les sanctions économiques contre le Niger alors que celles-ci ont des répercussions sur les économies? Bref, l'équilibre qui s'était établi est-il à nouveau menacé?
Merci, et je vois que pour la rentrée, nous devons reprendre les bonnes habitudes du respect du temps, mais nous commençons en douceur. Et enfin, pour le groupe Horizon, la parole est à Loïc Carvan. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, les députés du groupe Horizon vous remercient, messieurs les directeurs, pour la richesse et l'intelligence de vos propos. Et à titre personnel, je trouve frappante cette idée que vous évoquiez, Monsieur Gomard, que finalement les opinions publiques occidentales ont le spectacle de la guerre, mais continuent à ne pas y croire. Alors qu'en fait, si nous prêtions attention et que nous comptions les secondes entre l'éclair et le tonnerre, nous verrions que l'orage se rapproche et on ne peut pas s'empêcher de frissonner à cette perspective. Ma question va porter sur le Sahel, un peu dans le prolongement, même si c'est avec une optique légèrement différente de ma collègue socialiste. J'aurais voulu avoir votre opinion sur ce que moi je considère être une poudrière qui est en train de se constituer, sur les risques que cela emporte pour le continent africain et pour l'Europe. Parce que finalement, on a une reprise du conflit entre Bamako et l'Azawad. On a aussi une très forte augmentation des attaques et de la létalité des attaques terroristes. On a la perspective éventuellement de la création d'un corridor avec le lac Tchad qui viendrait assez considérablement renforcer l'État islamique dans la province du Sahel. Et donc là, on a beaucoup d'ingrédients pour faire une bulle au sud de l'Europe extrêmement instable qui viendrait perturber à la fois le continent africain et peut-être l'Europe. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Et on peut se demander si finalement nous ne sommes pas dans une situation pire que celle dans laquelle nous étions en 2013. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Alors, messieurs les directeurs, nous avons une trentaine de minutes pour répondre à ces questions, pour garder une vingtaine de minutes pour les 5 questions dernières. Et donc, je vous propose d'avoir un temps de parole chacun de 10 minutes. Monsieur Boniface, vous avez la parole. Très bien. Merci pour toutes vos questions et toutes ces réflexions. Par rapport à la première question, est-ce que les traités de l'Union européenne sont suffisants pour répondre aux nouveaux défis ? On a 2 défis par rapport à l'Union européenne. C'est les perspectives d'un élargissement qui pourrait nous mener à 34, 35 États. C'est déjà difficile à gérer à 27, avec une perspective, ne nous le cachons pas, d'un vote à la majorité qui est populaire dans les opinions publiques, mais qui serait une défaite pour la France, puisque ça serait donner les clés de la construction européenne à l'Allemagne. Et donc, il faut se méfier de ces propositions. Et en fait, du coup, je réponds à une autre question aussi qui a été posée plus tard. Quel avenir pour l'Union européenne ? Le seul avenir, c'est vraiment une Europe à géométrie variable, à cercles concentriques, à plusieurs cercles, parce que nous avons plusieurs noyaux, nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas les mêmes intérêts, nous avons des structures différentes, pas les mêmes états économiques, pas les mêmes perceptions stratégiques. Donc, penser que l'on va agir communément à 34, alors qu'on a déjà du mal, même si on y parvient parfois, à se mettre d'accord à 27, est une illusion. Et je pense qu'il faut travailler de nouveau à ces cercles concentriques, à ces noyaux différents dans lesquels on peut plus facilement faire des choses. Une Russie sans Poutine. Poutine a échoué, je pense qu'il a perdu cette guerre, même s'il garde une enclave territoriale en Ukraine, la Russie sortira moins puissante, moins forte qu'elle n'est rentrée dans cette guerre. Et quelque part, lui qui... et avec succès, avec brutalité et répression pendant 20 ans, a grandi le statut de la Russie sur la scène mondiale, a redonné une fierté aux Russes d'être Russes, a perdu. Il a, en grande partie, dilapidé ces 20 ans de travail constant avec des méthodes qui sont les siennes. Mais il est certain que la question qu'il posait régulièrement, où en était la Russie quand j'ai pris le pouvoir, où en est-elle maintenant, on pouvait répondre, elle est en meilleure situation, ce n'est plus le cas. Mais pour autant, on peut très bien se maintenir au pouvoir dans un pays qui va de plus en plus mal. Dans un pays où il y a 1 million et demi de Russes qui sont partis. Ceux qui sont partis, c'était la fine fleur. C'était les gens éduqués, les gens qui pouvaient moderniser le pays, les gens qui travaillaient sur les nouvelles technologies, sur l'intelligence artificielle. Tous ces gens-là vont manquer durablement. Et je pense que cette fuite des cerveaux pèse encore plus sur l'avenir de la Russie que les sanctions qui ont été prises, qui pèsent également, mais peut-être moins que cela. Mais on peut rester, regardez Bachar el-Assad, il a ruiné son pays, il est toujours au pouvoir. Et Poutine, par la répression, peut se maintenir au pouvoir, même dans un pays affaibli. Est-ce que la Russie est un État terroriste ? Alors, est-ce que lorsqu'on bombarde des populations civiles, on est terroriste ? Mais dans ce cas-là, de nombreux pays ont bombardé des populations civiles. Je pense que les crimes de guerre sont documentés. La Russie a commis des crimes de guerre qui sont largement documentés en Ukraine. Oui, on peut dire que la Russie veut terroriser la population ukrainienne, faute de pouvoir conquérir l'État ukrainien.
mais la qualification d'État terroriste, je pense que le fait qu'il y ait des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité, est un qualificatif suffisamment pénalisant au niveau international pour la Russie, qui d'ailleurs empêche Poutine d'aller dans certains pays, que de se battre sur une qualification d'État terroriste. Sur la Turquie, on peut se poser la question, parce que vous avez, madame, rappelé les bonnes relations que nous avions avec la Turquie, historiquement, et même dans une période récente. Qui a perdu la Turquie? Est-ce que la Turquie s'est perdue, ou est-ce que c'est nous qui l'avons perdue en lui claquant trop brutalement la porte au nez de façon peut-être un peu cavalière? Mais il est certain que les perspectives d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, dont j'ai été partisan il y a 15 ans, ne me paraissent plus possibles aujourd'hui, du fait de l'attitude de M. Erdogan, des restrictions aux libertés. Moi, mes amis et collègues turcs me disaient il y a 10-15 ans, on n'a pas voté Erdogan, force est de constater qu'il a fait de la Turquie un pays plus respecté dans le monde. Maintenant, ils ont fui la Turquie, ils sont réfugiés en France, où ils craignent, et donc ça a changé. Et donc, effectivement, on a un problème. Erdogan joue sur tous les tableaux. Il est devenu incontournable. C'est l'un des bénéficiaires de la guerre en Ukraine parce que le statut relatif de la Turquie a augmenté. Et donc, il joue sa carte en étant à la fois du côté des Russes quand ça l'arrange, du côté des États-Unis quand ça l'arrange, de l'autre côté quand ça l'arrange. Et il joue sur l'ensemble des tableaux. Il a renforcé sa donne. Mais la situation du pays n'est pas très bonne, c'est moi qui en puisse dire. Et est-ce que l'opposition, si elle était venue au pouvoir de peu, et ça a échoué dans des conditions quand même un peu contestables de débat démocratique, mais si l'opposition venait au pouvoir, elle serait moins confrontative avec nous, mais elle défendrait les intérêts nationaux de la Turquie et il y aurait des points de désaccord encore avec nous. Sur le changement climatique, c'est effectivement l'une des menaces les plus à la sécurité les plus fortes, et c'est vrai que la guerre en Ukraine nous détourne un peu de ce combat, notamment parce que les sommes qui sont consacrées à défendre l'Ukraine et à nous défendre contre cet environnement ne sont pas consacrées à la lutte contre le changement climatique. Et dans le propos, j'avais parlé de la division Ouest versus le reste. Les pays du reste nous reprochent beaucoup en disant tout l'argent que vous envoyez en Ukraine, dont une partie est considérée comme de l'aide publique au développement, ne va pas à nous et vous nous demandez à faire une transition énergétique alors qu'on n'a pas les moyens de le faire et que vous détournez, disent-ils, ou attribuez à d'autres ces moyens et que donc c'est à la fois un enjeu toujours majeur mais qui est de long terme, l'urgence est ailleurs et c'est vrai que la décarbonation de l'économie internationale n'est pas encore suffisamment en route. Sur le pacte de Quincy, ce que j'ai voulu dire, monsieur le député, c'est que ce n'est pas une coupure entre l'Arabie saoudite et les États-Unis, il n'y a pas une rupture. Les Saoudiens veulent toujours avoir des relations avec les États-Unis, mais voilà, ils ont d'autres options. C'était une sorte, je dirais, de mariage catholique, si j'ose dire, avec les États-Unis auparavant. Là, ils peuvent avoir des options tout à fait différentes. Sur Pologne et Ukraine, moi je suis depuis longtemps, je dis qu'il faut se méfier de la musique qu'on entend très souvent disant que la Pologne a été la plus clairvoyante sur la Russie, qu'ils ont eu raison. Ce gouvernement est quand même problématique et il le prouve. Et les changements de... Enfin, si un président français ou un chancelier allemand avait eu sur M. Zelensky les propos que M. Duda a eus, que n'aurait-on dit? Et donc on voit que le gouvernement polonais n'a peut-être moins une politique à long terme que l'on ne pensait, mais qu'ils sont capables finalement de naviguer à vue en fonction de circonstances électorales. Et effectivement, en Afrique, c'est un changement d'époque. Vous avez parfaitement raison. Et là, je veux dire, on ne peut pas faire autre chose que de tout rebâtir, puisque une grande partie a échoué. Le renouveau militaire de la Russie, oui, bien sûr, ils vont pouvoir reconstruire, mais ils ont pris une grosse claque. Et je pense quand même si il faut rester prudent, qu'ils auront du mal, de serait-ce de leur affaiblissement économique. Du fait de la guerre et des sanctions et de la perte des compétences, il y a quand même beaucoup d'ingénieurs qui sont partis. Et donc, ils auront quand même du mal à reconstruire. Mais, je veux dire, tant qu'il n'y aura pas un régime réellement démocratique en Russie, il faudra garder un œil attentif. Sur Ukraine-UE, moi, je pense très honnêtement, madame, que ça serait une catastrophe si l'Ukraine rentrait dans l'Union européenne et qu'on a une réponse émotionnelle à un problème géopolitique. Que l'on défende l'Ukraine agressée, très bien, mais notre agriculture, qui est quand même une force essentielle de notre pays, pour notre souveraineté, pour notre rayonnement, pour notre alimentation, tout ce que là, notre agriculture ne survivrait pas à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Et on a confondu la solidarité stratégique qu'on doit avoir avec un pays agressé
par un autre, avec le fait de lui ouvrir les clés. Et ce que je crains, c'est qu'on dit bien sûr, attention, c'est très long, il y aura des garde-fous. Il y a quand même un petit problème de corruption dans ce pays. Et je crains qu'on soit pris dans une nasse et que maintenant qu'on a lancé le mouvement, il n'est pas certain que l'on puisse appuyer sur le bouton stop à plusieurs moments. Et je suis extrêmement inquiet. Et sur votre question du modèle européen, j'ai répondu sur les cercles concentriques. Était-il judicieux de soutenir la CEDEAO? On pouvait avoir une menace militaire, mais évidemment, je veux dire, toutes les interventions militaires depuis le début de ce siècle sont des échecs. Donc il faut réfléchir à cela. C'est partout des échecs, y compris la seule qui a été un succès, celle au Mali en 2013, qui s'est, en changeant de signe, en étant trop longue, avait un échec. Mais donc, est-ce que la CEDEAO est menacée? Oui, elle l'est, mais pas tout à fait. Et à votre question, madame, faut-il maintenir les sanctions contre le Niger? Moi, je ne suis pas adepte des sanctions. Je trouve que très souvent, elles sanctionnent ceux qui les prennent, que très souvent, on sanctionne la population et pas les gouvernements. Mais je ferai exception dans le cas du Niger, parce qu'il ne faut bien sûr pas faire d'intervention militaire, parce que même si on renversait le nouveau régime, qu'est-ce qu'on ferait après? Et ce n'est même pas sûr que l'intervention réussirait. Mais ensuite, comment contrôler le Niger avec des soldats étrangers? Ça ne marcherait jamais. Par contre, les sanctions, elles peuvent fonctionner du fait du caractère enclavé du Niger, de l'importance du Nigeria par rapport à l'économie. Et c'est peut-être la seule réponse que l'on peut avoir par rapport à ce coup d'État. Est-ce qu'il y a un recul démocratique? Pas tout à fait, puisque en fait, ce n'était pas des réelles démocraties, très honnêtement, encore plus au Gabon, qui était une kleptocratie. Voilà. Sur la question de M. Kervran, oui, effectivement, la situation n'est toujours pas contrôlée, mais je pense que annoncer, comme on l'a fait, qu'on allait faire la guerre contre le terrorisme au Sahel était une erreur, parce que cette notion n'a pas réussi au Moyen-Orient, elle ne peut pas réussir en Afrique de l'Ouest. Et effectivement, les gens disaient, la France qui est une armée puissante, et ça répond, Madame Pic, à votre intervention, les gens disaient, la France qui a une armée puissante dit qu'elle fait guerre contre le terrorisme, elle ne le gagne pas. Donc il y a un loup. Non, il n'y a pas de loup, parce qu'on ne peut pas contrôler un territoire avec 5000 hommes aussi grands que l'Union européenne. Merci. La parole est à Thomas Gomard. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames, Messieurs les députés, pour vos questions. Je vais les reprendre aussi dans l'ordre, en commençant par celle de Madame Jeunetet. Sur l'Indo-Pacifique, effectivement, on n'a pas parlé. On n'a peut-être pas parlé parce qu'en réalité, tout le monde comprend les choses intellectuellement, stratégiquement, mais parler de l'Indo-Pacifique au moment où les choses se délitent à cette vitesse, et en Europe et en Afrique, pourrait sembler un peu paradoxal, même s'il y a des effets de bord entre évidemment ce qui se passe dans le détroit de Taïwan, ce qui se passe à Hormuz ou ce qui se passe dans le Bosphore. Moi, je note la nécessité d'essayer d'être plus cohérent dans notre démarche vis-à-vis de l'Indo-Pacifique. Il est surprenant, par exemple, de découvrir qu'un pays comme la France n'a pas d'attaché de défense aux Philippines, alors même que... Voilà. Donc il y a un décalage, si vous voulez, très fort entre conception intellectuelle qu'on partage et la réalité des moyens, que ce soit les moyens navals ou que ce soit les moyens diplomatiques. Et que ce qui nous est souvent dit dans les échanges que nous pouvons avoir avec nos collègues dans l'univers des think tanks, c'est très bien votre stratégie indo-pacifique, enfin, essayez déjà de gérer votre propre voisinage. Bon. Et c'est un argument, à mon avis, qu'il faut entendre. Après, développer les liens avec le Japon, développer les liens avec des pays comme le Vietnam, Singapour, etc., évidemment. Considérer que ce qui se passe dans le détroit de Taïwan concerne la sécurité européenne par effet de bord, évidemment. Mais je pense qu'il faut, sur cette notion d'Indo-Pacifique, prendre garde à garder toujours à l'esprit la dialectique entre objectifs et moyens. Alors, sur la Russie, Russie avec Poutine, sans Poutine, écoutez, j'ai moi l'habitude de répondre à cette question de la manière suivante. C'est qu'on a vu en juin ce qu'aurait pu être une alternative politique à Vladimir Poutine. Elle s'appelait Evgeny Prigojine. Et ça illustre au fond le degré de régression aujourd'hui du système russe dans sa composante politique, militaire, sécuritaire et mafieuse. Et donc le sujet, c'est de se poser la question, qu'aurait été notre attitude si Evgeny Prigojine était allé au bout de sa chevauchée de Soudar, en fait. Autrement dit, je pense qu'on a affaire, indépendamment de la question même de l'évolution de la situation en Ukraine, on a affaire à un régime qui est aujourd'hui complètement vicié,
qui ne résume évidemment pas les débats qui peuvent exister en Russie, parce qu'il y a plein de Russes qui sont tout à fait conscients de cette situation et qui aimeraient en sortir. Mais je crois qu'il faut effectivement bien intégrer le fait que le dialogue avec la Russie dans la génération à venir va être extrêmement difficile. Bon, sur les qualifications d'État terroriste, moi j'ai l'avantage d'essayer peut-être d'encourager une forme de prudence dans le vocabulaire, parce que c'est toujours facile de maximiser des objectifs et des enjeux quand précisément on reste à distance et au spectacle en fait. Et je crois que déjà, si nous contentions d'être sérieux dans notre soutien à l'Ukraine, sans forcément aller vers des déclarations très vives de désigner sous tel ou tel qualificatif la Russie, ça serait déjà pas mal. Et je pense qu'il faut prendre garde, là aussi, au décalage entre les mots et les choses. Sur les sanctions, eh bien, au fond, ce que nous avons produit, c'est que les 3 pays les plus sanctionnés au monde, la Russie, la Corée du Nord, l'Iran, vont les contourner ensemble. Et que par ailleurs, ce sont nos 3 principaux problèmes stratégiques. La question, madame, sur la Turquie, avant d'y répondre, peut-être j'ai été intéressé de votre introduction quand vous avez mentionné la production anglo-saxonne dans laquelle nous baignerions. Je pense que la force de nos instituts de recherche, c'est précisément aussi d'être très attentif à la production en langue russe dans le cas de l'IFRI. J'ai contribué à titre personnel pendant des années, d'essayer de suivre la production en chinois quand c'est possible. Autrement dit, il faut bien comprendre ce qu'est l'industrie des think tanks au niveau mondial, et que cette industrie est en train d'être bouleversée parce que vous avez des investissements tout à fait spectaculaires en termes de moyens alloués. Je pense évidemment à un régime comme la Chine, je pense évidemment à un régime comme la Russie, je pense évidemment aux pays du Golfe, qui font qu'aujourd'hui, nous sommes, nous, think tanks européens et particulièrement français, dans une asymétrie de moyens assez redoutable. Sur votre question plus précise sur Erdogan, je serais peut-être moins sévère que vous sur ce qui a été obtenu par le président Erdogan, dans la mesure où si on regarde les choses de manière froide, il avait pour seul contact après 2016, au fond, le Qatar et la Russie. Bon. Et ce qu'il a réussi à rétablir, c'est une situation intermédiaire où il vend des armes, il soutient l'Ukraine avec des drones au début du conflit, et en même temps, il accueille beaucoup de Russes qui sortent du pays ou négocient l'accord serré allié de l'été 2022. Vis-à-vis de l'OTAN, je pense qu'il fait comprendre aux Européens le poids qui est le sien en ralentissant le processus d'adhésion de la Suède. Je crois que la manière dont la Turquie s'ingère parfois dans les campagnes électorales en Europe est aussi un indicateur. C'est-à-dire que nous sommes face effectivement à un régime qui a des aspirations néo-impériales, on pourrait les qualifier ainsi, et en même temps qui est membre de l'OTAN, comme vous le savez. Donc il faut aussi, je pense, prendre soin de ne pas être trop catégorique dans nos jugements sur la Turquie. Il y a là aussi une société civile, des débats politiques au sein de la Turquie qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut observer en Russie, hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup plus d'espace, même si c'est un espace contraint qui s'est resserré sous les années Erdogan, une situation économique absolument désastreuse actuellement, un rôle clé de la Turquie dans son accueil aux réfugiés de Syrie, qui continue à s'observer. Et donc je pense qu'il faut veiller à essayer de maintenir la meilleure relation possible avec la Turquie, en ayant tout à fait à l'esprit, effectivement, le dessein qui est le sien. La question de M. Picmal sur le changement climatique. Alors, vous avez mentionné le livre de Bruno Tertré en 2011, que je n'ai pas lu. Mais je vais m'empresser de le faire, après avoir lu celui publié en 2023, évidemment. Non, plus sérieusement, moi j'ai l'habitude de dire, si vous voulez, que nous sommes face à une convergence entre 2 tendances très profondes. La première, c'est l'accélération de la dégradation environnementale dans ses 3 composantes, le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité et les pollutions, et l'accélération de la propagation technologique, pour le dire autrement, de la mise en données du monde. Bon. Et donc, moi, je considère que ces questions climatiques deviennent un enjeu géopolitique
évident pour les raisons que vous avez indiquées, mais même au-delà. C'est-à-dire que le thème de l'injustice, de la justice ou de l'injustice climatique, effectivement, structure toute la relation Nord-Sud, puisqu'au fond, ces pays nous disent deux choses. La première, c'est cette situation a été créée par les conditions de votre développement économique pendant 2 siècles. Premier élément. Et deuxième élément, pourquoi vouloir nous interdire, au fond, notamment de recourir à des énergies fossiles pour assurer notre propre développement économique? Et donc là, je pense que nous avons une position extrêmement difficile à défendre et qu'il faut être, de mon point de vue, beaucoup plus allant. Dans les 2 grands succès de la diplomatie française, de mon point de vue, au cours de la dernière génération, il y a eu l'opposition de 2003 qui n'a pas eu de finalité opérationnelle, et puis il y a eu les accords de Paris de 2015. Et je pense que ça doit être une manière pour notre diplomatie de rester extrêmement active et de pousser l'agenda global dans toutes ces composantes. Il y a quand même eu une amélioration, notamment de l'aide au développement, qui a été votée, je crois, sauf erreur de ma part, à l'unanimité par le Parlement. Je pense que c'est probablement très partagé, mais là aussi, il y a probablement un effort d'explication et surtout d'accélération à opérer par rapport à des pays qui se considèrent, au fond, qu'il y aura des gagnants et des perdants à ce réchauffement climatique. Juste une parenthèse, la Russie se considère comme possible gagnante du réchauffement climatique, avec l'augmentation de sa surface cultivable. C'est quelque chose qui est tout à fait construit dans l'entourage de Vladimir Poutine. Je pense qu'il faut être extrêmement attentif sur un autre point géopolitique des enjeux de réchauffement climatique, aux enjeux de géo-ingénierie, c'est-à-dire que vous avez un investissement tout à fait massif avec l'illusion de croire qu'on pourra trouver des solutions locales ou régionales, illusion partagée aussi bien aux États-Unis qu'en Chine, et évidemment beaucoup moins en Europe. Mais les investissements qu'on observe en termes de géo-ingénierie, là aussi, c'est un problème, à mon avis, pour les Européens, assez comparable à ce qu'on a pu observer dans le numérique, c'est-à-dire qu'on veut réguler avant d'avoir, au fond, inventé des choses. Et on va se retrouver de ce point de vue-là, à mon avis, avec des situations difficiles. Un point, ça me permet de répondre, oui, sur l'Arabie saoudite. En fait, l'Arabie saoudite, c'est tout à fait intéressant pour ça, parce que l'Arabie saoudite est en train d'essayer d'inventer un modèle qui lui est propre, qui est au fond de dire « je m'enrichis par le fossile », pour essayer de financer ma transition énergétique, notamment en investissant sur le nucléaire civil, et nous met dans une dépendance, nous, pour financer notre propre transition énergétique. Pour reprendre la formule du président de la République, où sont les poches profondes? Elles sont aujourd'hui dans les pays du Golfe, avec aussi les incidences que cela a en termes de système militaire. Je comprends que j'ai été trop long, donc je m'arrête là et je m'excuse auprès des députés auxquels je n'ai pas pu répondre. Il y aura une dernière phase de réponse. Il y aura une voiture balai et enfin la parole est à Bruno Tertrais. Je n'ai plus de voiture, Monsieur le Président, donc j'ai entamé ma propre transition énergétique. Sur la Russie sans Poutine, moi je me méfie un petit peu du discours qui consiste à dire ça serait forcément pire. Nous n'en savons rien. Il y a plusieurs modèles de Russie sans Poutine. Il y a la Russie avec un autre Poutine, il y a la Russie avec quelque chose de différent, il y a la Russie avec une nouvelle forme une mutation de ce syndicat mafieux qui la dirige aujourd'hui. Il y a la Russie sans rien, c'est-à-dire la Russie non gouvernée dans les faits. Il y a plusieurs modèles de Russie sans Poutine. Mais méfions-nous toujours du discours très populaire, d'ailleurs chez les autocrates, qui consiste à dire vous ne m'aimez pas, mais sans moi, ça sera encore pire. Il reste le vrai scénario auquel beaucoup de gens dans les think tanks pensent aujourd'hui, sans le souhaiter d'ailleurs nécessairement, c'est celui de l'éclatement de la Russie, enfin, du délitement de l'autorité du pouvoir central. Et là, on aurait de nouveau la même discussion politique qu'en 1991, c'est-à-dire est-ce que le fait que la Russie est un État nucléaire doit nous faire voir le problème d'une manière particulière. Je n'en parle pas plus avant, c'est vraiment un sujet en soi. Sur la catégorisation de la Russie comme État terroriste, je partage les préventions de mes collègues. C'est essentiellement une catégorie américaine, donc je ne sais pas ce que ça apporte. Et puis il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du comportement de la Russie qui agirait comme un terroriste, ou de la Russie qui soutiendrait des terroristes, des acteurs non étatiques qui vont faire des actions violentes en Europe et ailleurs? De quoi parle-t-on?
la notion d'État terroriste est extrêmement ambiguë. Donc j'ai des préventions de principe, je ne demande qu'à être convaincu, mais pour l'instant, je ne le suis pas. Sur la Turquie, de même que Poutine n'est pas éternel, Erdogan ne l'est pas. Or, les dirigeants, ça compte. Et je pense que ça compte peut-être davantage en Turquie, ou encore davantage en Turquie qu'en Russie. C'est-à-dire qu'une Turquie sans Erdogan, ça serait très probablement quelque chose de différent. On ne reviendrait pas à cette Turquie dont on rêve parfois en France de manière un peu romantique, ce pays laïque qui nous aime, François Ier, pas de voile à l'université, etc. Bon, je ne suis pas sûr qu'on en revienne à cette Turquie-là. Mais en tout cas, Erdogan ou pas, ça change. Je crois que pour nous, la difficulté consiste à assumer notre relation de défense avec la Grèce et le fait que la Turquie est un allié de l'OTAN. Nous avons des engagements de défense envers la Turquie, nous ne pouvons pas nous les dire, sans aller dans un jeu à somme nulle, tant que, bien sûr, Ankara ne commet pas l'irréparable, c'est-à-dire n'agresse pas le territoire souverain d'un allié tel que la Grèce. Ce que je trouve préoccupant aujourd'hui, c'est que on aurait pu penser que dans sa grande magnanimité, le président Erdogan, réélu, demande la ratification rapide par la Grande Assemblée nationale de l'adhésion de la Suède. Je crois que M. Erdogan aime trop jouer comme le chat jouait avec la souris. Pardon pour cette comparaison un peu légère, mais il adore ça, c'est son truc. Et je ne suis pas du tout certain que la question soit réglée à échéance prévisible. Monsieur Pikmal, je crois que la question du changement climatique, d'abord, vous avez bien fait de nous faire traiter de cette question, parce que c'est vrai qu'il y a des choses dont on n'a pas traité, dont on aurait dû dire un mot quand même. Je crois que la question du changement climatique est suffisamment préoccupante pour ne pas en rajouter dans les risques. Je m'explique. Et je ne parle pas de vous, mais je parle de certaines littératures et d'un certain discours politique. Puisqu'on parle de nos ouvrages respectifs, j'en ai fait un petit en 2016 qui s'appelle « Guerre du climat, contre-enquête sur un mythe moderne », où j'ai, littérature scientifique à l'appui, essayé de démonter cette facilité causale qui consiste à dire le changement climatique va mécaniquement augmenter ou la fréquence ou l'intensité des conflits. Je pense que là, du point de vue logique, argumentatif et scientifique, il y a extrêmement peu d'arguments pour soutenir cette thèse. De même d'ailleurs que, autrement dit, la chaîne de causalité est tellement longue que dire que le changement climatique conduit mécaniquement à un accroissement soit de l'intensité, soit du nombre des conflits, me paraît extrêmement fragile. De même d'ailleurs, sur une question très voisine, la question des migrants climatiques, sur laquelle on pourrait faire peut-être une édition entière, me paraît extrêmement fragile. Je vous invite à lire ce que dit le GIEC sur le sujet. Parce que tout le monde aime citer à raison le GIEC, mais alors, regardez ce que dit le GIEC, qui en gros démonte la catégorie migration climatique et vous dit... D'accord, déplacés environnementaux, mais l'idée de dire qu'il y aura des masses de gens qui vont sortir de leur pays principalement à cause des conséquences du changement climatique, c'est une notion extrêmement fragile. Donc, pardon d'ouvrir de nouvelles pistes de réflexion ici, et je crois qu'encore une fois, ça mériterait des auditions entières. Mais l'idée de dire le changement climatique est mécaniquement un problème qui va rendre encore plus complexe et difficile la gestion de la sécurité internationale ne me paraît pas totalement aller de soi. En revanche, j'apprends votre initiative sur une organisation commune de la sécurité civile en Méditerranée. Et très franchement, je vous dis très honnêtement, ça me paraît une excellente idée. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie communalité des défis et il y a quelque chose qu'on appelle parfois la diplomatie du tremblement de terre qui marche de temps en temps, qui ne marche pas toujours. On l'a vu récemment à cause du fait de la tragédie marocaine. Mais je pense que vous mettez le doigt sur une initiative qui, très sincèrement, me paraît sur le papier extrêmement intéressante. Monsieur Thiriot, cher Jean-Louis, alors il n'y a jamais eu de pacte du Quincy. Le pacte du Quincy, ça n'existe pas. C'est une légende, c'est l'équivalent d'une légende urbaine dans la stratégie et les relations internationales. La rencontre... du désert. Pardon ? Du désert. Oui, mais il n'y a pas, au moment où le roi et le président se rencontrent sur le bâtiment, on est en 1945, c'est une étape parmi d'autres dans la constitution d'une solide relation entre l'Arabie saoudite et les États-Unis. Mais il n'y a jamais eu par ailleurs de formalisation, vous le savez, de cette garantie de sécurité qui n'existe pas, qui est dans les têtes, mais pas dans les textes. Et puisqu'on s'est permis d'évoquer le mariage catholique, je crois, je pense plutôt à Mouta, c'est-à-dire le mariage temporaire
qui est pratiquée encore dans le monde chiite. Je pense que c'est une analogie peut-être plus appropriée. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est que on manque toujours un peu de recul sur ces affaires. Enfin, on manque de recul. On oublie parfois un peu l'histoire, mais depuis 20 ans, les Saoudiens ont montré leur volonté d'être très indépendants sur la fixation du prix du baril. Les Américains n'ont jamais fixé le prix du baril saoudien. Donc, je crois que la question aujourd'hui, c'est de savoir si les débats en cours sur l'obtention d'une réelle, formelle garantie de sécurité américaine à l'Arabie saoudite peut être déconnecté de la question du prix du baril. Voilà. J'ai le sentiment que ces discussions sont déconnectées aujourd'hui. J'en suis pas totalement certain, mais est-ce qu'elles peuvent l'être totalement c'est un vrai sujet. Et il y a un endroit où elles ne le seront pas, c'est au Congrès des États-Unis, si la question vient à un moment devant le Congrès. Par ailleurs, je partage, vous l'avez dit, je crois que nous sommes d'accord sur le futur militaire de la Russie. Je ne vois pas de scénario... Enfin, le scénario le plus probable, c'est quand même une Russie qui, dans 10 ans, se sera réarmée et aura pensé ses plaies militaires. Je ne dis pas que c'est le seul, mais ça me paraît être le plus probable. Madame Liegemann, je crois que la culture stratégique européenne a déjà commencé à changer. L'abandon dans les faits, pas encore complètement dans les têtes, mais dans les faits, de l'idée de la paix par le commerce et par le rapprochement, une idée chère aux Allemands, mais pas seulement, l'acceptation du rapport de force, c'est quand même des choses qui sont maintenant, à mon sens, assez profondément inscrites dans le logiciel politique de la plupart des dirigeants européens, y compris à Bruxelles. Je crois que la vraie question, c'est de savoir si, pour revenir sur cette fameuse autonomie stratégique, peut-être n'avons-nous pas réussi encore, nous Français, à persuader tout le monde dans toutes les capitales que c'est peut-être avant tout, non pas une question de défense, mais une question de technologie, de santé, une question qui concerne bien d'autres des domaines. Nous avons laissé, nous Français, alors que le président de la République et vous-même, mesdames, messieurs les parlementaires, et les think tanks, mesdames, messieurs les think tanks, on a tous œuvré pour montrer que l'autonomie stratégique, c'était un principe qui n'était pas seulement lié à la défense. Mais je crois que parce que c'est né avec la défense, on a laissé ancrer en Europe cette idée que l'autonomie stratégique, c'est la France qui veut séparer l'Europe des États-Unis dans le domaine de la défense. Alors que ce n'est pas simplement par rapport aux États-Unis et que ce n'est pas simplement dans le domaine de la défense. Et là, je crois qu'on n'a pas encore réussi à changer les visions, en tout cas pas partout, de notre discours sur le sujet. Et malheureusement, je crois qu'il faudra une crise. Il faudra une crise. Ça sera peut-être Trump, ça sera peut-être quelque chose d'autre, mais le seul avantage de la crise, c'est que nous serons intellectuellement et politiquement, nous Français, davantage prêts, le jour venu, à être leaders dans ce débat en Europe que ne le sont la plupart de nos alliés. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir prendre les questions sur l'Afrique parce que j'avoue que je suis moins compétent sur l'Afrique que certains de mes collègues et donc je n'ai pas forcément de plus-value, Madame Pic, sur l'Afrique subsaharienne. Je préfère ne pas parler de tout pour essayer d'être plus convaincant sur ce dont je parle. Également, désolé, Monsieur Carbon. Je terminerai par 2 points très rapides sur les sanctions. Je crois là encore, on pourrait avoir un débat entier sur les sanctions, avec vos collègues des affaires étrangères également. Je crois que les sanctions, c'est un sujet qui mérite ni excès d'honneur ni indignité. C'est trop facilement, c'est vrai, le réflexe, et pas seulement en France, surtout aux États-Unis, il y a un problème, on sanctionne. Je crois qu'il faut voir l'efficacité des sanctions dans le long terme, et que ce n'est pas parce que les sanctions ne sont pas toujours efficaces qu'il ne faut pas les imposer, sinon on ne tondrait jamais les pelouses, comme on dit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la pelouse va repousser qu'il ne faut pas la tondre. La métaphore est peut-être discutable, mais c'est comme ça qu'on évoque le sujet dans certains pays. Et puis surtout, il ne faut pas négliger les symboles en diplomatie, il ne faut pas négliger la dissuasion aussi, parce que quand on sanctionne un pays, c'est aussi, en tout cas parfois, en essayant de dissuader d'autres de s'engager sur le même chemin. Donc, ni remède miracle, ni inefficacité totale. C'est des sujets complexes qui méritent, là encore, un vrai débat. Et puis enfin, tout dernier point, là encore, je rejoins mes collègues. C'est pas une complainte, c'est plutôt un signal d'alarme sur les moyens qui sont mis dans les think tanks, à l'heure où nous cherchons, nous, Français, nous affirmons
avoir une nouvelle fonction stratégique qui s'appelle l'influence. Alors l'influence, c'est bien sûr l'exécutif, c'est bien sûr vous aussi, mesdames et messieurs les parlementaires, à travers la diplomatie parlementaire, vos travaux, vos visites, mais c'est aussi les think tanks. Et quand on voit la diminution de nos moyens et des subventions et des marchés, c'est quand même un petit peu inquiétant quand on voit surtout d'ailleurs ce que font la plupart de nos concurrents, amis et alliés, à commencer d'ailleurs par l'Allemagne. Merci beaucoup. C'est la première fois que je vois une voiture écologique qui a plus d'endurance et d'autonomie qu'une voiture classique. Il nous reste donc 19 minutes pour cette fin d'audition. Donc 5 minutes pour 5 questions, 5 minutes pour messieurs Boniface et Gomard et 4 minutes donc pour monsieur Tertrais. La parole est à Jean-Michel Jacques. Pour une durée d'1 minute. Jean-Michel, je ne vois plus. La parole est à Mélanie Thomas pour une durée d'1 minute. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, merci pour vos propos. Je vais essayer d'être rapide. Un récent rapport de l'ONU rend compte de l'attrition des cadres de l'État islamique, avec une espérance de vie de plus en plus courte et également des capacités financières significativement diminuées. Le 3 août dernier, Abou al-Hussein al-Hassani al-Kourachi, prétendu calife de l'État islamique, est mort au cours d'une opération menée par les services de renseignement turcs en Syrie. Suite à cet événement, un nouveau chef s'est vu désigné comme son successeur. Peut-on s'attendre, suite à ce changement de chef, à des changements significatifs au sein de l'État islamique ? Cet État islamique est-il en capacité de résurgence, de poursuivre son entreprise de déstabilisation ? Et enfin, la menace à l'égard de l'Europe est-elle effective, concrète, notamment grâce au redéploiement de l'État islamique dans les pays d'Afrique où la présence française recule ? Je vous remercie. Merci. La parole est à Frédéric Boccaletti. Merci, Monsieur le Président, messieurs les directeurs. Le retrait pitoyable de notre ambassadeur et de nos troupes du Niger semble donner raison aux chercheurs qui analysent une perte de terrain continue de la France en Afrique. Mon groupe politique tient à rappeler les sacrifices des militaires français pour lutter contre le terrorisme islamiste au Sahel et apaiser les tensions ethniques et confessionnelles exacerbées dans de nombreux pays, comme en Centrafrique. Il nous faut néanmoins regarder avec lucidité la situation. Le terrorisme reste au Sahel et les maux endémiques de la corruption, des tensions interconfessionnelles et interethniques ne sauraient être réglés par la seule force. L'image de notre pays, par ailleurs, demeure écornée et ce n'est pas que la faute de la propagande russe. Le président Macron proposait un changement de paradigme dans la politique de la France en Afrique. On voit dans ce domaine comme dans tant d'autres le résultat déplorable. Au lieu de s'appuyer sur le Quai d'Orsay constitué d'experts et de diplomates de grande qualité, qu'il méprise puisqu'il a supprimé leur corps, il a une nouvelle fois voulu gérer cet épineux dossier seul, avec le succès que l'on peut constater. Aussi, messieurs, nous serions très intéressés par votre regard d'expert sur les points suivants. Le scénario observé au Mali, au Burkina Faso et au Niger peut-il se reproduire au Tchad ? Pourquoi une intervention de la CEDEAO que la France aurait soutenu pour établir le président Bassoum n'a finalement pas eu lieu. Et de manière générale, pour reprendre le titre de deux de vos confrères, la France a-t-elle perdu l'Afrique? Et sinon, par quels moyens retrouvera-t-elle son influence? Je vous remercie. Merci. La parole est à Aurélien Saint-Houl. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs les directeurs, pour vos propos extrêmement complémentaires. Trois questions que je vais essayer de résumer ensuite par une. D'abord, quel est le narratif? C'est la question que j'avais posée l'année dernière déjà. Quel est le narratif français? Monsieur Gomard, vous avez évoqué 2003, 2015, qui sont des scansions intéressantes, mais on a l'impression qu'en réalité, le narratif français s'est évaporé. Et pour illustrer cette idée, je pense à la visite du président de la République en Chine, qui n'a finalement pas apporté un éclairage très net sur le sens de la position française dans le monde. La deuxième question porte sur la cohérence de l'Union européenne. Ce sont des questions qu'on a un peu abordées, mais par exemple, hier, on auditionnait le ministre à propos des exportations d'armement. On se rendait compte que 1 milliard d'euros, c'est le montant des livraisons d'armement à la Grèce, pays qui est en train d'essuyer un important mouvement social parce que là-bas, on légalise le travail à 78 heures par semaine. Quelle est finalement la dureté, la solidité de l'Union européenne? La troisième question, elle porte sur ce que vous appeliez l'endurance et la compétitivité, Monsieur Gomard. Et je m'interroge quand on voit l'ensemble des services publics qui faisaient la spécificité du modèle français, qui sont en train de s'effondrer, notamment l'enseignement supérieur, mais aussi la diplomatie.
et les attaques économiques, par exemple sur Atos, ou les incohérences des partenariats industriels dans le domaine de la défense, je pense au MGCS. Et je résume l'ensemble de ces questions en me demandant est-ce que la France n'est pas prise aujourd'hui dans un réseau d'alliances et de partenariats qui lui serait structurellement défavorable. Merci. La parole est à Alexandra Martin. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs. Monsieur Gomard, vous avez évoqué le conflit nourri par l'Azerbaïdjan contre l'Arménie comme un probable défi 2023-2024. Ça aurait déjà dû être un enjeu fort dès la fin de l'année dernière, au moment de la violation du cessez-le-feu et des règles internationales, lorsqu'il y a eu des tirs à l'intérieur même de la frontière, rappelons-le, intangible de l'Arménie. Puis est venu le blocage du couloir de la Chine pendant 9 mois et les événements de ces dernières heures avec la reddition du Haut-Karabakh et aujourd'hui 28 000 Arméniens qui sont en train de quitter leur terre, leur pays. Pour moi, il s'agit d'une véritable épuration ethnique. Alors, il faut effectivement maintenant redouter la suite et des assauts en Arménie. Il est évident que les Azéris s'y préparent depuis très longtemps et menacent entre autres la région du Zangezur en ce moment. Et force est de constater aujourd'hui qu'aucune sanction n'est véritablement prononcée contre le dictateur Aliyev, ni de la communauté internationale, ni de l'Europe, ni de la France. Et pourtant, les enjeux, ils sont forts, ils sont géopolitiques, ils sont civilisationnels, ils sont humains. Alors comment voyez-vous l'avenir dans cette région du Caucase? Merci. Merci pour l'ensemble de ces questions. Messieurs, je vais devoir faire appel à vos capacités de synthèse pour essayer de répondre à ces questions en 5 minutes chacun. D'accord. Monsieur Boniface, vous avez la parole. Sur le changement significatif de l'État islamique, je vais prendre les deux premières questions qui concernent le terrorisme et l'Afrique de l'Ouest. En fait, il y a des problèmes structurels qui nourrissent le terrorisme et le djihadisme. Et ensuite, il faut quand même sous-évaluer la dimension religieuse. Quand on regarde les motivations d'engagement dans les groupes des Katiba, les djihadistes, la plupart, c'est pour avoir un statut. C'est pour obtenir des avantages, etc. Et la motivation religieuse n'est pas toujours la première. Ceci étant, on a beau éliminer des chefs, l'hydre repousse toujours. Et tant que les problèmes structurels d'accès aux services publics, de corruption ne seront pas là, au Mali, l'État n'existait pas en dehors de Bamako. Il n'y avait pas de justice, il n'y avait pas d'éducation, etc. Et c'est tout ça aussi qui fait que des gens s'engagent dans des groupes qui sont parfois des groupes de trafiquants, des fois des groupes criminels, des fois des groupes terroristes, des fois des groupes qui réunissent un peu les trois activités. Et je pense qu'on peut éliminer les têtes. En fait, le corps repousse tout le temps. C'est pour cela d'ailleurs qu'on a échoué au Mali en annonçant le grand objectif de guerre contre le terrorisme. Et évidemment, les problèmes ne se règlent pas par la seule force. Effectivement, il faut recréer les services publics et que les citoyens se sentent représentés. En fait, est-ce que c'est un recul démocratique quand il y a des coups d'État? C'est quand même assez frappant de voir des manifestations en faveur des coups d'État. Moi, dans mon imaginaire, j'ai 67 ans, on manifeste contre les coups d'État. Donc c'est quand même un petit problème de ce qu'étaient ces soi-disant démocraties. Monsieur Saint-Toul, sur un type français, j'ai beaucoup insisté dans ma présentation sur cette vision The West versus the Rest. Là, il y a un boulevard pour la France. C'est l'ADN de la France de travailler à être à la fois occidental et en contact avec le reste. C'est ce qu'on a fait toujours depuis le début de la Ve République, d'être à la fois un pays occidental, de ne pas être résumé qu'à ce seul statut de pays occidental. Et effectivement, là, il y a un choix à faire entre est-ce qu'on doit rechercher la cohérence ou la cohésion européenne ou occidentale, ou est-ce qu'on ne tend pas des filets un peu plus vers le Brésil, vers tous ces pays. Moi, je trouve que c'était une bonne chose, même si on a beaucoup de réticence par rapport à ce qu'il fait en Inde, d'avoir M. Modi au 14 juillet. Le monde est tel ce qu'il est, il n'est pas tel ce qu'on le souhaite. Et donc là, la France a, avec les grands émergents, une carte à jouer. J'ai dit, je pense que c'était une erreur de ne pas être au plus haut niveau de l'État pour l'investiture de Lula, par exemple. On avait fait beaucoup de choses dans le passé, France et Brésil, il faudrait renouer ceci. Sur le Haut-Karabakh, est-ce que l'annexion de fait du Haut-Karabakh prélude une guerre contre l'Arménie? On ne peut pas l'exclure, mais le Haut-Karabakh, la souveraineté de l'Arménie sur le Haut-Karabakh n'était pas reconnue. C'est pour cela d'ailleurs que la Russie, qui soutient l'Arménie, même si elle avait d'autres chats à fouetter et qu'elle a pris des distances, mais en tous les cas, dans l'accord de défense entre la Russie et l'Arménie, le Haut-Karabakh ne faisait pas partie. Alors,
En fait, soit Aliyev est intelligent, il empoche son bénéfice, il ne cherche pas à aller plus loin, soit effectivement, Bruno Tertrais a dit, c'est pas tellement que ce n'est pas à nous de définir l'intérêt national azéri, mais c'est à eux de dire jusqu'où ils peuvent gagner et jusqu'où ils ne peuvent pas gagner. Et c'est là donc où effectivement, je crois qu'il a empoché un gros bénéfice, y compris pour des raisons d'opinion, même une dictature a quand même une opinion publique interne. S'il allait plus loin, il perdrait. Il peut essayer d'aller plus loin, il perdra. Et donc, c'est peut-être là le frein par rapport. Et si Pachinian n'est pas allé défendre le Haut-Karabakh, c'est justement pour éviter qu'il y ait une guerre qu'il saurait avoir perdue, puisque depuis 20 ans, le rapport de force entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan a complètement été modifié au profit du dernier. Merci pour le respect du temps de parole. La parole est à Thomas Gomard. Merci, Monsieur le Président. Aussi de synthétiser et de reprendre les réponses. La première, et je pense qu'on aura l'occasion d'avoir de nombreux échanges sur ce sujet, sur la question de l'élargissement à l'Ukraine. On l'avait d'ailleurs entamé en juillet 2022. Bon, j'ai une position différente de celle de Pascal Boniface. Pour la raison suivante, c'est que je trouve que l'argument de la corruption est un argument, pour tout dire, assez facile, compte tenu de la situation en Ukraine, et que quand on observe la manière dont la corruption s'est construite en Ukraine, on découvre souvent la main russe, et que la corruption, malheureusement, ne se limite pas seulement à l'Ukraine. Il y a d'autres pays européens vers lesquels on se tourne qui sont aussi très, très corrompus. Ce n'est pas du tout pour minimiser le phénomène, mais c'est pour aussi, à mon avis, remettre les choses en perspective. Je ne pense pas qu'on ait une réponse émotionnelle à l'Ukraine. On a une réponse, au contraire, stratégique, c'est-à-dire qu'on voit la différence entre un pays comme la Pologne, qui est intégré aux structures euro-atlantiques, alors qui va avoir la dérive politique que l'on sait aujourd'hui, et donc les ambitions qui sont les siennes, du résultat pour un pays qui n'a pas été intégré aux structures euro-atlantiques comme l'Ukraine. L'économie polonaise et l'économie ukrainienne sont comparables en 1991. Et on est dans des situations aujourd'hui tout à fait dissemblables. Et je pense que la réponse n'est pas émotionnelle, elle est au fond dans la compréhension que ces pays dits du voisinage cherchent, et en particulier l'Ukraine, compte tenu de ce qu'elle subit, à sortir de l'influence russe historique. Et notre débat sur l'élargissement, à mon avis, il faut prendre garde de ne pas l'ouvrir avec une sorte de nostalgie d'une Union européenne qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, à 12. Nous sommes déjà dans une Union européenne élargie, et je pense que l'attitude française gagnerait à être probablement pas systématiquement défensive sur ce sujet. Deuxième élément de réponse sur, au fond, comment essayer d'améliorer les choses. Ma réponse est assez simple, en fait. C'est tout simplement de renvoyer à l'état de notre appareil productif. Je crois qu'on n'a pas bien mesuré aussi comment notre perte d'influence s'explique, à mon sens, avant tout, par cette perte de substance économique et commerciale. Alors après, on peut avoir un débat sur ce qu'il faudrait faire. Mais l'asymétrie entre la France et l'Allemagne au cours de la dernière génération n'a cessé de se creuser. Alors là, c'est le moment des Allemands d'avoir des sérieux problèmes. Mais je pense qu'il faut quand même intégrer, je ne sais plus, on a plus de 100 milliards de déficit commercial en 2022. 100 milliards. Voilà. Donc, produire et instruire. Voilà, comme début d'un nouveau narratif. Maintenant, pour finir de manière synthétique, je pense qu'on est à la veille d'un questionnement assez fondamental sur notre modèle géopolitique, parce que nous sommes face à un rendement diplomatique décroissant. Nous avons en fait un festival de sommets, mais des coûts de sécurité croissants et qui vont continuer à s'accroître. Et je pense que notre modèle géopolitique est ébranlé sur au moins 5 fronts. La Russie. Notre politique russe a échoué comme celle du général de Gaulle s'était fracassée sur le coup de Prague. L'Afrique francophone, on en a abondamment parlé, c'est-à-dire que nous avons oscillé entre sécurisation des régimes et démocratisation, sans au fond, en pensant pouvoir s'adapter au gré des circonstances. Bon. Et l'IFRI a produit une étude sur la montée du sentiment anti-français en Afrique, avant l'été. Bon, eh bien, dans les éléments qui réapparaissent, ce n'est pas tellement la question de la colonisation qui surgit, c'est effectivement celle de l'asymétrie militaire entre l'effet produit et la présence militaire. C'est la question du CFA, et c'est la question aussi de la manière dont les élites africaines sont jugées par leurs propres opinions dans leur rapport à la France. Troisième front sur lequel notre modèle géopolitique est ébranlé, c'est la relation franco-allemande.
Et ça nous renvoie, à mon avis, à une divergence qui avait été apparue au moment du premier choc pétrolier. La réponse au premier choc pétrolier de la France et de l'Allemagne, c'est le gaz soviétique pour l'Allemagne et c'est le nucléaire pour la France. Au fond, ce choc énergétique que nous subissons est en train de mettre à nouveau en évidence l'orthogonalité franco-allemande qui, si elle n'est pas surmontée en matière énergétique, à mon avis, va accélérer les difficultés de l'Union européenne. Quatrième point, le rapport à notre pays, aux pays du Golfe, c'est-à-dire que nous avons depuis 1945 l'habitude, au fond, pour simplifier à outrance, de prendre du pétrole et de vendre des armes, sauf que nous avons des pays aujourd'hui qui s'autonomisent sur le plan stratégique et qui veulent être beaucoup, beaucoup plus présents dans notre propre système. Et cinquième point, la notion de partenariat stratégique avec l'Inde. Je partage la piste ouverte par Pascal Boniface sur les grands émergents, avec toutefois une réserve, c'est qu'il n'y a plus une réunion publique à laquelle je participe avec des collègues indiens où la position de la France comme membre permanent du Conseil de sécurité n'est pas remise en cause. Et donc il y a là, à mon avis, aussi une posture qui va être de plus en plus la nôtre, malheureusement, défensive par rapport à des grands partenaires stratégiques. Et ça nous conduit au sixième point. Je pense que nous avons un discours sur l'universalisme qui est au fond inadapté à la situation actuelle. Merci. Et enfin, la parole est à Bruno Tertrais. Oui, merci. Très rapidement, sur 2 points seulement, ceux que je connais un petit peu mieux que les autres. Je reviens sur le Caucase. La question, c'est Aliyev saura-t-il s'arrêter? L'appétit vient en mangeant, malheureusement. La sagesse, la raison, si j'ose dire, devrait le faire conduire à s'arrêter maintenant. Je ne suis pas sûr que ce sera le cas. Deuxième point, ou plutôt une interrogation, la Russie a-t-elle perdu l'Arménie pour longtemps? Au moment où l'Arménie active l'accord de sécurité qui la lie à la Russie répond absente. Et c'est important, parce que là, on est à un moment où il y a une offensive dans un secteur qui concerne le territoire internationalement reconnu de l'Arménie. Le problème, c'est qu'en même temps, la Russie est peut-être en train de regagner la Géorgie. Donc la géopolitique du Caucase bouge beaucoup. On s'intéresse beaucoup à l'Arménie en France, c'est très bien. De manière générale, le Caucase est une région à laquelle nous devons encore davantage nous intéresser. Je terminerai sur la France. Je crois que le récit français... Alors d'abord, sur l'Inde, bon, ça fait quand même maintenant 20 ans que les Indiens nous disent pourquoi vous êtes au Conseil de sécurité et pas nous. On leur a toujours dit... Moi, je crois qu'il faut être très à l'aise et surtout pas défensif. D'abord, on n'a pas à défendre notre siège. Notre siège, il est là et personne ne le prendra. Bon. Premier point. Deuxième point, on est d'autant plus à l'aise que on a toujours défendu l'idée d'une réforme importante du mode de fonctionnement du Conseil de sécurité. Et je crois d'ailleurs que c'est souvent quelque chose qu'il faut renvoyer aux pays dits du Sud global, parce que d'autres membres permanents du Conseil, la Chine en particulier, ont une attitude beaucoup moins allante. Et la Chine ne veut pas entendre parler de l'Inde au Conseil de sécurité. Alors que nous, on a une position... Donc on peut faire du judo là-dedans. Mais je crois qu'on n'a pas du tout à être défensif sur ce sujet, même si on sera... La question nous sera de plus en plus posée, mais elle était déjà posée il y a 10 ans, elle a été posée il y a 20 ans. Simplement, les Indiens, en 98, disent on n'a pas pu rentrer au Conseil de sécurité par la porte, on rentrera par la fenêtre avec nos essais nucléaires, ce qui était une double erreur. Une double erreur. Mais bon, on va revenir sur ce sujet maintenant, on ouvrira d'autres débats. Je crois que le récit français, il a 2 éléments de fragilité structurels, mais peut-être encore plus visibles aujourd'hui. Et je partage les interrogations de mes collègues. Premièrement, à mon sens, un décalage entre la croyance en la magie du verbe et la faiblesse des résultats concrets de Phnom Penh à l'Irak. Le deuxième, c'est une tension à laquelle il est très difficile de résoudre entre notre rôle mondial parfaitement légitime, du fait de nos statuts à l'ONU, de notre ROMCOM, de notre présence dans le monde, nos intérêts économiques, et notre engagement européen sincère et profond. Et ça, cette tension, elle est très très difficilement résoluble. On voit d'ailleurs que on la voit souvent à l'œuvre très concrètement quand on voit à Pékin, Mme von der Leyen et M. Macron traités de manière différente, à dessein d'ailleurs par les Chinois. Mais cette tension-là, elle est au cœur du problème stratégique français et elle est extrêmement difficile à résoudre. Si on pouvait peut-être croire quand même un tout petit peu moins à la magie du verbe, ça serait quand même bien.
Bien, écoutez, merci à tous les trois pour cette audition éclairante et utile pour relancer notre dynamique de travaux. Mes chers collègues, nous avons dû reporter l'audition du HCECM. Pour ceux qui ne participeront pas à la visite cet après-midi, nous nous retrouvons donc formellement la semaine prochaine pour engager formellement l'année 2 et lancer nos auditions sur le projet de loi de finances 2024. Bonne journée à tous.